Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode du podcast Les Dames d'abord. J'ai tellement hâte de présenter mon premier invité que j'y vais d'emblée comme ça. Je suis vraiment remplie de gratitude de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors voici Christian Page, notre expert en paranormal depuis plus de 45 ans ici au Québec et partout en fait. Oui, en fait, je suis un des rares journalistes qui se soit consacré essentiellement au paranormal. Toute ma carrière journalistique a tourné à peu près autour du paranormal. J'ai fait quelques petites incursions dans le monde du judiciaire, notamment avec des séries télé, là, Les Enfants Assassins, des trucs comme ça, mais ma grande responsabilité en tant que communicateur, c'est le paranormal. Mais c'est le paranormal qui vous a amené au journalisme. Oui, ça aussi, c'est assez amusant parce que généralement, on choisit, lorsqu'on est en communication, on choisit des sujets qui sont d'intérêt. Mais dans mon cas, j'ai décidé d'aller vers le journaliste parce que, adolescent, je me suis beaucoup intéressé au paranormal. Je trouvais ça tellement dynamisant comme sujet que j'avais envie d'en parler. Et je trouvais qu'on n'en parlait pas suffisamment avec du sens critique. Il faut croire quand même qu'adolescent, j'étais quand même un peu aussi une éponge. Là. Je veux dire, c'est un aspect de, je dirais, culturel. À l'époque, on est dans les années 60, 70. À l'époque, on nous dit, c'est un discours qui est sur la place publique, c'est si c'est écrit dans un livre, c'est que c'est forcément vrai. Donc, c'est quelque chose qu'on nous enseigne à l'école. Si c'est dans le livre, c'est que c'est forcément vrai. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, je me présente à la bibliothèque de mon quartier. Mais avant la bibliothèque, c'est sûr pour sûr, c'est sûr. Je savais bien qu'elle venait, cette question-là allait arriver. Donc, pourquoi me suis-je intéressé au paranormal? Donc, c'est un épisode assez particulier. Je tiens, avant même de raconter cette histoire-là, se dire que lorsque l'on raconte un événement, et je le sais parce que ça fait plus de 45 ans que je suis dans ce domaine-là, quand on raconte un événement, on raconte le souvenir d'un événement, pas l'événement lui-même. Donc, pour moi, le souvenir de cette incursion dans cette catapulte dans l'univers du paranormal, c'est le soir du 13 juillet 1976. J'ai 13 ans à cette époque-là. Je reviens chez des amis qui habitaient près de la frontière américaine, un petit village qui s'appelle Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Et moi, à ce moment-là, j'habitais un peu plus loin, à une vingtaine de kilomètres, peut-être plus au nord, qui est Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on réinvente pas la roue, c'est les années 70. On faisait beaucoup d'autostop à cette époque. Donc, je quitte ces amis-là. On est en début de soirée. La nuit est tombée. Je ne sais pas l'heure précisément, mais on est le 13 juillet, donc il commence, l'obscurité totale arrive vers 21h30, 22h à peu près. Il doit être un peu dans ces eaux-là. Et pour situer un peu les gens, dans ces petits villages ruraux, on a le centre du village qui est relativement assez éclairé avec des réverbères, mais dès qu'on commence à sortir du centre du village, on est réellement dans une région agricole, donc on a des routes secondaires, des routes rurales. Les routes rurales, évidemment, il y a des profonds fossés de chaque côté. Ensuite, on a des terres arables, des terres agricoles. Donc, moi, ce soir-là, je sortais du village de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Je marchais donc sur la route. C'est une route où il n'y a pas, bien sûr, de trottoir. C'est une route avec du gravier de chaque côté, avec les fossés, les champs. Et puis, les réverbères, évidemment, dès qu'on est sorti du village, les réverbères sont assez éloignés les uns des autres, peut-être 20 ou 30 mètres là, entre chacun des réverbères. Et à ce moment-là, donc, une voiture qui s'amène. Il est à peu près à 21h30, 22h. La nuit est tombée. Et au moment où la voiture arrive à ma hauteur, je me retourne, je tends le pouce. Et je ne sais pas si le chauffeur me vit à la dernière seconde ou est-ce qu'il a voulu me faire peur parce que j'étais trop sur la chaussée. Quoi qu'il en soit, il a donné un coup de volant. On est dans les années 70. Ce sont des voitures qu'on disait à l'époque à propulsion ou traction arrière. Donc, la voiture se cabre un peu, les roues arrière tombent dans le gravier et la voiture se met à glisser dans ma direction. Alors, je sais à ce moment-là que je vais être happé par la voiture. Il n'y a aucun moyen pour moi d'échapper à la collision. Et comme la voiture arrive pour le contact, je suis littéralement soulevé du sol. Donc, je flotte littéralement à 2 mètres du sol et je vois la voiture qui passe sous mes pieds. Et je me rappelle, je te raconte l'histoire, je me rappelle qu'au moment où je suis en l'air, je peux bouger mes jambes. C'est vraiment comme si la gravité, je ne suis pas propulsé en l'air. Je suis comme dans une bulle où la gravité n'existe plus. Et je peux bouger mes pieds et je vois la voiture qui passe sous mes pieds. À la malle arrière, ça dure une fraction de seconde. Mais je me dis, c'est quand même incroyable. La voiture passe et dès qu'elle est dépassée, j'ai basculé vers l'avant, je suis tombé dans le fossé. Mais pas tombé doucement. Je dis souvent comme expression, c'est un peu comme si j'étais un trapéziste au Cirque du Soleil puis que j'avais un harnais. Donc, j'étais déposé doucement dans le fossé. Et quand je me suis relevé,
j'ai vu que la voiture, qui était déjà rendue à 20 ou 30 mètres plus loin, avait retrouvé son aplomb sur la route. Je voyais les phares arrière et la voiture a continué. Elle ne s'est jamais arrêtée. Et à ce moment-là, il y a plusieurs éléments. C'est difficile parce que l'expérience est tellement courte par rapport à tout ce qu'on ressent. Mais au moment où je me relève dans le fossé, il y a quelque chose qui me frappe. C'est un silence absolu. Je n'entends même plus le bruit du vent dans les arbres. Ce chuintement, il n'y a plus rien du tout. Et au même moment, j'ai le sentiment de ne pas être seul dans mon fossé. Et le temps de me dire ça, je sens des mains qui m'agrippent par les épaules, d'autres qui m'agrippent par les jambes, et on me plonge face contre terre dans le fossé. Et là, ces mains qui m'agrippent me soulèvent du sol. Je flotte à peu près à 30-45 cm au-dessus du sol. Je ne suis pas sur un tapis magique, là, un tapis volant en me dirigeant. Là. Il y a vraiment un mouvement d'oscillation. On me transporte dans ce champ qui borde la route. Il y a ce mouvement d'oscillation de haut en bas. Et à ce moment-là, j'entends une première voix. J'ai l'impression que c'est l'agresseur qui me tient par les chevilles. Parce que je suis un peu comme paralysé. Je tourne la tête à gauche, à droite. Je ne vois strictement rien. Et j'entends cette voix qui vient de mes pieds qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Et à nouveau, j'entends une autre voix qui n'est pas celle de l'agresseur qui me tient par les épaules, mais comme s'il y avait un éclaireur devant la troupe qui est un peu plus loin qui dit « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Ils vont répéter ces phrases 2 ou 3 fois, et puis je franchis une distance de 30 ou 40 mètres là, dans le champ de... Je dis souvent un champ de blé d'Inde ou un champ de maïs, mais en réalité, c'est un champ qui était laissé en friche. Et là, on me pose sur le sol, face contre terre, je sens une pression entre mes épaules, je m'attends à recevoir un coup derrière la tête, et tout s'arrête. Et au moment où tout s'arrête, c'est comme lorsqu'on a été à la baignade, puis on a les oreilles bloquées, puis là, d'un coup, ça se débloque. J'entends à nouveau le bruit du vent dans les arbres. Je me retourne. Il n'y a strictement personne. Il n'y a que moi, assis 30 mètres plus loin que la route. Dans mon champ en février, je vois le trajet. J'ai perdu une chaussure en cours de route, mais il n'y a strictement rien. C'est très troublant. Je ne cacherai pas que pendant des années, ça a été une expérience qui a été omniprésente dans mon esprit. J'y pensais toujours. C'était la première chose à laquelle je pensais en me levant le matin, la dernière en me couchant le soir. J'étais obsédé par cette histoire-là. Mais pour mettre les téléspectateurs dans la confidence, parce que là, déjà, ils vont peut-être penser on change de poste. Non. Mais avant d'arriver à ça, je tiens à dire qu'il y a quand même une seconde partie à ça. Donc, les années s'écoulent. À ce moment-là, je deviens obsédé par le paranormal. Là. J'ai vécu une expérience que je ne peux expliquer. Et je me rends donc à la bibliothèque municipale, dans les jours qui suivent, à la bibliothèque municipale de mon quartier, et je demande, avez-vous des livres sur le paranormal? Moi, je m'attends à voir 4 ou 5 livres sur un rayon, et là, je vois, il y a des dizaines et des dizaines de livres sur le sujet. On parle de tout, triangle des Bermudes, fantômes, extraterrestres. Donc, pour moi, je découvre un univers que je ne connaissais pas. Très important de mentionner qu'à cette époque, au milieu des années 70, j'étais un adolescent qui s'assumait comme un adolescent de 13 ans. C'est-à-dire que pour nous, à l'époque, là, on se replonge dans les années 70, c'est la musique, c'est rock'n'roll, c'est Led Zeppelin. Moi, j'assumais mon hétérosexualité, donc ma seule obsession, c'était les filles à l'époque. L'univers du paranormal était à des années-lumière de mon intérêt. C'était dans la TV. Oui, j'avais vu ça à la télé. On regardait, on se rappelle des séries des années 60, Les Envahisseurs avec le petit doigt dans les airs. Mais c'était du Hollywood, c'était pas la réalité, ça c'est du divertissement. Et là, voilà que je me retrouve plongé dans ce qui semble être une réalité, disons, alternative, mais une réalité quand même. Donc, quand j'arrive à la bibliothèque et je demande des livres sur le paranormal, là, je vois il y a des rayons complets. Donc, je vois que je ne suis pas le seul à avoir vécu des expériences de ce genre. Donc, je deviens littéralement un boulimique du paranormal. Je lis tous les livres, je ne regarde que des émissions sur le paranormal, quoiqu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Claire Lamarche de temps en temps. Ouais, il faut quand même se rappeler que dans le contexte des années 70 au Québec, on avait, là, si on parle des réseaux francophones, on avait Télémétropole, qui va devenir plus tard TVA. On avait Télé-Québec, qui était passé de Radio-Québec à Télé-Québec, là. Et on avait Radio-Canada en français. Ça, c'est à peu près les 3 chaînes qu'on avait en français. Il n'y avait aucune télévision spécialisée. Hein. Ça peut paraître étrange, là, mais Canal D arrive. Il est arrivé vraiment plus tard. Télé spécialisée arrive en 1995. Et les autres télés spécialisées, on pense par exemple à Historia ou ces gens, ça arrive au début des années 2000. Donc, c'est assez relativement récent.
Bon, évidemment, c'est pas récent pour quelqu'un qui a 20 ans, mais pour quelqu'un qui en a 60, c'est récent. Donc, cette gamme de diffusion, elle n'existait pas à l'époque. Donc, on en parlait de temps en temps. Il y avait quelques émissions américaines qui existaient. Je pense In Search Of, qui est animée par Leonard Nimoy, qui jouait sur les chaînes anglophones. Mais c'était très, très peu. Donc, puis au Québec, si on voulait entendre parler de paranormal dans les années 70, il y avait la télévision communautaire, le canal 9 communautaire, avec Richard Lund et Ésotérisme expérimental. Donc, c'était à peu près la seule place où on en entendait parler. Et souvent, c'était des discours un peu éclatés. Donc, je découvre cet univers-là et je deviens obsédé. Je ne lis que ça, je ne regarde que ça, je ne me documente que sur ça. Je découpe tous les articles de journaux qui paraissent dans la presse, histoire de soucoupe volante, tout ça. Et puis, quelques années plus tard, on est au début des années 80. Je suis toujours un peu obsédé par le sujet. Et à ce moment-là, un soir, alors qu'à la télévision, on présente un film de fin de soirée, ça devait être un samedi soir, j'avais le choix entre Bleu Nuit ou le film de TVA. J'ai choisi TVA. Un homme raisonnable. Un homme raisonnable. Et voilà, on présentait un film. Et là, c'est bien important de retenir ces dates-là parce que tout se joue sur les dates. Le film a été tourné en 1973 dans sa version anglaise qui s'intitule Don't Be Afraid of the Dark. C'est un film pour la télévision. Et ce film-là raconte l'histoire d'un couple qui acquiert une maison ancestrale du côté maternel. Et lorsque le couple emménage dans la maison, la dame découvre au sous-sol une pièce où la cheminée a été murée. Et lorsqu'elle en parle à un ouvrier qu'elle engage, un ouvrier d'ailleurs qui avait fait les travaux 30 ou 40 ans plus tôt pour sa grand-mère, il lui dit « C'est votre grand-mère qui m'a demandé de murer la cheminée et retenez qu'il y a des choses qui doivent rester telles qu'elles sont. » Mais, curiosité féminine, elle défait la cheminée et elle libère des petites créatures qui ont à peu près la taille de poupées Barbie, qui ressemblent un peu à des Bigfoot, là, des poupées un peu, des créatures un peu velues, et qui se mettent à se promener dans la maison, et là, qui appellent cette femme-là, parce que l'objectif, c'est de ramener la femme qui les a libérés dans leur antre. Donc, ils se cachent derrière les rideaux un peu partout, puis ils sont là, « Sally, viens jouer avec nous. » Donc, ils l'appellent. Et à un moment donné, dans une scène où la dame est sous la douche, il y a deux de ces créatures-là qui sont sur le plancher de la salle de bain. L'une d'entre elles a une espèce de rasoir droit, là, on appelle ça un rasoir coupe-chou. Elle le tient dans sa main. Et l'autre créature, elle l'accompagne. Et là, elle lui dit « Je veux la tuer, je veux la tuer. » Et l'autre de lui dire « Non, je veux seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et là, moi, devant mon téléviseur, je comprends que ça ne peut pas être un hasard. C'est le même verbatim, c'est à peu près les mêmes voix, le même... Parce que je me rappelais que quand j'avais entendu ces voix-là, il y avait une espèce de trémolo dans la voix, comme si on essayait de parler en se gargarisant. Or, les créatures à la télévision parlent exactement avec le même trémolo dans la voix. Ça ne peut pas être un hasard. Le film a été tourné en 1973. Moi, j'ai vécu mon expérience en 1976. Et en voyant ça, j'ai comme réalisé que ça venait peut-être jeter un bémol sur l'objectivité de l'expérience, disons ça comme ça. Donc, ça n'explique pas tout. Mais comme ça ne peut pas être hasard, je me suis dit, maintenant, on connaît dans les mécanismes de la mémoire, il y a un phénomène qu'on appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est une étrange faculté de la mémoire d'enregistrer à l'insu du sujet de l'information. Et cette information-là, elle est régurgitée au moment d'une expérience qui peut être traumatisante. Donc, quelque part, entre 1973, au moment où le film a été tourné, et ses premières diffusions à la télévision, puisque c'est un film tourné pour la télé, donc il n'a pas connu une sortie en salle, donc assez rapidement, il a été diffusé. Est-ce que entre 1973 et 1976, au moment de vivre mon expérience, est-ce que je ne me suis pas retrouvé quelque part chez des amis et que le film jouait à la télé dans une autre pièce? Donc, alors que nous, on était peut-être à la cuisine à jouer, par exemple, au Monopoly, le film jouait dans une pièce à côté et mon cerveau a enregistré cet échange. Hein? On va le tuer, non, on va le faire peur. Et au moment de vivre l'expérience sur le bas-côté de la route, ces événements-là sont venus colorer l'expérience. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas le bond dans les airs, la voiture, le mouvement dans le champ. Mais il y a quelque chose qui est venu me dire, il y a peut-être une partie de l'expérience qui a été colorée par des éléments imaginaires. Et que finalement, le témoignage humain, lorsqu'on le rend, le témoignage humain, il peut être coloré par toutes sortes d'interprétations. Il a pu être déformé par des expériences personnelles.
Donc, aujourd'hui, c'est le regard que je jette sur l'expérience. Mais à l'époque, évidemment, je n'avais pas cette objectivité-là de pouvoir décanter l'expérience. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'expérience, quand je la raconte aujourd'hui, même si je sais qu'une partie peut être clairement colorée par des éléments imaginaires, je raconte l'expérience telle que je l'ai vécue, telle que la mémoire me rapporte l'expérience. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au paranormal. Je suis devenu plus critique avec le temps, parce qu'au moment où l'expérience, évidemment, on est frappé par l'expérience. Et ça, il faut bien le comprendre. Moi, je rencontre des gens, tu l'as mentionné, ça fait plus de 40 ans que je suis dans ce domaine-là, je rencontre des gens qui ont vécu des expériences. Et l'expérience empirique, là, ce que l'on a vécu, ça vient nous chercher aux tripes. Donc, c'est difficile parfois de faire preuve de sens critique quand ça nous touche personnellement. On a beau, les expériences des autres peuvent s'expliquer, mais pas la mienne. Hein? Mon voisin n'a pas vu de fantôme, mais moi, je sais que quand ma mère est décédée, elle s'est manifestée. Et je le sais parce que je l'ai vécu par mes tripes. Donc, ça devient difficile parfois, dans le contexte, de faire preuve d'un certain sens critique. Mais à l'époque, 1980, au début des années 80, comme j'avais vécu l'expérience, même si cette présentation du film à la télé était venue un peu jeter une espèce de questionnement, je restais quand même convaincu que 90% de ce qu'on retrouvait dans la littérature était vrai. Éventuellement, avec le temps, j'ai compris que seulement 10% de ce qu'on retrouve dans la littérature est vrai. C'est plutôt l'inverse. Hein? Le pendule est renversé. 90% de ce qu'on retrouve, soit à la radio, à la télé, au cinéma, dans les livres qui nous racontent des histoires paranormales, c'est de la foutaise. Excuse-moi l'expression, oui. C'est de la foutaise. C'est des trucs qui sont purement inventés ou présentés pour aller chercher un auditoire, aller chercher un public. Les gens aiment avoir des billets de confirmation. Hein. Je veux croire aux fantômes et le voisin me dit qu'il en a vécu une expérience de fantôme, donc je vais accepter sans trop me questionner la réalité de ces expériences-là. Donc c'est comme ça que j'ai été amené au paranormal et le sujet m'a tellement passionné, là, obsédé même à l'époque, que je me disais, il faut en parler. Je comprenais pas qu'on préférait parler des victoires du Canadien, mais pas de l'idée qu'il y avait peut-être une vie après la mort, que les fantômes pouvaient exister, qu'on était peut-être visités par des extraterrestres. Ça me paraissait être des sujets. À l'époque, je n'avais pas encore une vision économique de la chose. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on parle beaucoup plus de hockey que de vie après la mort. Mais à l'époque, je n'avais pas cette vision économique. Donc, je me disais, je ne comprenais pas pourquoi on parlait tant de ces sujets-là qui, à mon avis, étaient d'une actualité éphémère. Hein? Le Canadien gagne aujourd'hui, bravo, il perd demain. Oh, on a oublié qu'il a gagné la veille. Mais bon, c'est pas grave, c'est très éphémère comme actualité. Alors que ces grands questionnements-là, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, il n'y avait pas de réponse et on en parlait très peu. Et bien sûr, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Claire Lamarche, par exemple, à Droit de parole, parce que Claire Lamarche, avant de faire Claire Lamarche à TVA, avait animé Droit de parole à Télé-Québec. Et de temps en temps, elle faisait des émissions genre « Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous aux revenants? Croyez-vous aux extraterrestres? » Entre deux autres sujets plus d'actualité, hein, l'économie, l'inflation, les parents divorcés et tout le reste. Mais de temps en temps, elle abordait ces sujets-là. Mais c'était quand même très peu. Il faut vraiment attendre l'avènement des télévisions spécialisées pour en parler plus ouvertement. Et je te dirais aujourd'hui, faire une confidence, là, mais si c'était à refaire, je ne crois pas que je le ferais de cette façon-là. C'est-à-dire que le paranormal ne m'a jamais déçu. En s'entendons-nous, là, après 47 ans, là, le paranormal ne m'a jamais déçu. Mais la communauté des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, elle, énormément. Et j'aurais tendance à dire, je sais que c'est un peu prétentieux, là, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense avec le recul, c'est plus tant de savoir si nous sommes visités par des extraterrestres ou si les fantômes existent. Ce sont des questionnements, une démarche que j'ai entreprise il y a plus de 40 ans, une démarche personnelle, et ma quête, c'est une quête de vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un me dit, ben voilà, c'est triste à dire, là, mais les ovnis n'existent pas, ou à tout le moins, ce ne sont pas des visiteurs extraterrestres, je vais accepter. Je préfère accepter que de vivre dans un monde imaginaire où on est visité par des extraterrestres. Puis c'est triste, mais si on me dit, ben il n'y a pas de vie après la mort, tu meurs, on te met dans le trou, puis ça vient de se terminer là, ben tant pis, je devrais accepter ça. Je suis un amoureux de la vérité, pas un amoureux du paranormal. Aujourd'hui, ça a changé. Et avec le temps, je dirais que je crois que j'aurais pu mettre mes connaissances, mon savoir intellectuel à d'autres projets
qui m'aurait probablement plus comblé que le paranormal l'a fait. Avec le temps, je dirais que tu as devant toi un homme aigri par le paranormal. Ça m'a un peu, à un moment donné, à plusieurs reprises, je me suis dit, faudrait que je passe à autre chose. Mais à un moment donné, quand tu as commencé à faire ta carrière comme journaliste de ce sujet-là, c'est toujours ce qui revient. Tu sais, les sujets qu'on me proposait, c'était des sujets paranormaux. Quand j'allais présenter des sujets à la télé, les sujets qui avaient le plus de chances d'aboutir, c'était des sujets qui traitaient de paranormal parce qu'on connaissait mon expertise sur le sujet. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un cercle vicieux. J'aurais voulu m'éloigner du paranormal, mais c'était le sujet qui me collait à la peau. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que je ferais pas les choses exactement de la même façon. Mais c'est pas pire, parce que moi, je vous ai invité sur le podcast. Oui, évidemment que vous êtes le visage qu'on met sur tout ce qui est paranormal, mais l'essence même de cette invitation-là venait de la pensée critique que vous avez développée dans votre parcours. Il y a l'expertise qui vient tout le côté paranormal, mais là où j'ai vraiment comme... Puis on s'en souvient quand je vous ai écrit, puis c'est ça que je disais, j'étais comme, je peux pas croire... On parle de croyance, mais moi, il y a une croyance que j'ai de la misère, c'est à quel point les gens, justement, ils veulent pas entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Non, c'est un peu la grande problématique, c'est que on est des humains. Puis c'est un gros problème, effectivement, mais les humains, malheureusement, on aime croire. Hein, je pense que, tu sais, à un moment donné, je me rappelle pas, je pense que c'est Aristote qui avait dit les êtres humains, tu sais, sont des animaux sociaux. Hein, je pense que c'est un philosophe grec qui avait dit les humains, c'est des animaux sociaux. Et moi, je paraphraserais en disant les humains sont des animaux croyants. Et on a besoin de croire à des choses. Et on aime croire, et on le regarde depuis le paranormal ou les croyances mystiques ou ésotériques, elles ont accompagné l'évolution humaine. Puis ça, je pourrais longuement en parler parce que c'est toujours un peu choquant de voir que dans des universités, des centres du savoir, on accepte de parler de religion, de l'histoire des religions, mais on ne parle jamais du paranormal. Ça a mauvaise presse, parler du paranormal. Et pourtant, si on regarde même au néolithique, on enterrait nos ancêtres avec des objets qui leur avaient été chers dans leur vivant parce qu'on croyait qu'il y avait une vie après la mort. Hein, on n'a qu'à penser, on est au néolithique, mais si on va par exemple dans l'Antiquité, les Égyptiens, les pyramides sont des machines à survie, hein, des machines qui vont entretenir l'âme pour les envoyer dans l'au-delà. Hein, bon. Et cette croyance-là dans des visions surnaturelles a accompagné l'évolution humaine. Mais on n'ose pas trop en parler parce que ça a mauvaise presse. Puis c'est dommage. On préfère parler de religion. Puis les religions aussi ont accompagné les êtres humains tout au long de leur parcours dans la grande aventure humaine. Mais le paranormal aussi. Ça, je trouve ça un peu choquant de voir qu'on préfère ne pas en parler. Parlons pas de fantômes. Parlons de religion, mais parlons pas de fantômes, parlons pas de vie après la mort, etc. Ça, je trouve ça un peu triste de voir que même dans les universités, on suit ce courant-là. Mais néanmoins, le paranormal, c'est un sujet qui fait partie de l'histoire humaine. Et comme on aime croire, hein, on a toujours entretenu ces croyances-là, c'est rassurant de s'imaginer qu'on a un univers qui nous transcende, quelque chose de plus grand que nous, que ce soit Dieu, que ce soit la vie après la mort, que ce soit les revenants visités par des extraterrestres. Il y a une espèce de monde imaginaire auquel on aime adhérer. Ça a toujours été comme ça. Et parce qu'on veut croire à ça, dans l'univers du paranormal, le discours que moi j'entends depuis 45 ans, ou plus de 45 ans, c'est « nous voulons la vérité ». C'est pas vrai du tout. Les gens veulent pas la vérité. Les gens veulent avoir raison. Ils veulent que l'on confirme leurs croyances. Je crois aux fantômes, je veux entendre des histoires qui me donnent raison de croire aux fantômes. Je veux entendre des histoires qui me donnent raison de croire aux ovnis et tout le reste. C'est ce que les gens veulent pour pouvoir continuer d'entretenir cette pensée magique qu'il y a un monde au-delà de nous qui nous transcende. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est assez plate, hein? Le monde, tu sais, tel qu'on est. Si on regarde là, de façon très, très critique le nihilisme, on vit, on meurt, on se fait mettre d'un trou, merci, bonsoir. Tout notre savoir, si tu ne l'as pas écrit, ben, tout ce que tu as accumulé dans ta vie va être perdu. C'est un peu triste, le nihilisme est une vision un peu morose de la vie. Tu sais, donc, c'est un peu ce besoin-là de croire aussi. Puis c'est l'espoir, hein, dans certains cas.
je sais, je parle beaucoup, là, mais il y a un espoir là-dedans. Croire, par exemple, aux revenants, croire à une vie après la mort, ben, il y a un espoir là-dedans. Tu sais, les fantômes, ça fait peur, mais en même temps, c'est rassurant parce que ça nous dit que s'ils existent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose après la mort. Donc, il y a quelque part, à travers ça, on cherche un espoir qui donne un sens parfois à nos vies. Mais moi, je pense, puis là, ça, c'est ma croyance à moi, mais c'est pour ça que je t'ai invité pour qu'on en parle. Mais quand je dis l'important, c'est de développer cette pensée critique-là, c'est que il y a eu énormément de fraudes. D'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus, je vous en reparle, ça sera pas trop long. Mais il y a aussi un aspect scientifique où ce que depuis qu'on parle de physique quantique, depuis que, puis je pense que ça va être ça ma prochaine question, retenez Fantôme Philippe. Autant les expériences de Emoto qui ont montré que c'est fou, les cristaux, je sais pas, c'est sûr que vous savez de quoi je parle, je mettrai des images en commentaire. C'est fascinant de voir à quel point, OK, ben clairement, on a par notre intention, par la pensée, on a une incidence sur la matière, sur ce qui nous entoure. Ça, écoute, ça a été prouvé, puis ça m'amène... Une preuve statistique, mais bon, on pourrait revenir là-dessus. Statistique, mais quand même, ça me fait du bien de le croire, fait que c'est mon podcast, c'est moi qui décide. C'est même plus une croyance. C'est-à-dire mais il y a vraiment des choses qui ont été établies, comme quoi on a un certain pouvoir sur la matière, sur l'environnement qui nous entoure. Ne serait-ce que sur la lumière. Si on pense, par exemple, à l'expérience des femmes de Jung, si on ne regarde pas la lumière, elle se comporte comme une onde, et si on la regarde, exactement, elle se comporte comme de la matière. Ouais, tout à fait. Puis ça, je trouve ça tellement incroyable, comme ça vient confirmer certaines de mes croyances. Mais l'objectif n'est pas de dire est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ou est-ce que l'autre qui y croit pas ou l'autre. C'est d'aller chercher l'information à la bonne place. Comme je disais, il y a eu tellement de fraude, il y a eu tellement d'arnaques au niveau du paranormal que maintenant, je trouve qu'il y a deux camps. T'as ceux qui sont complètement sceptiques de tout, mais le bonheur, c'est pas un complot, là. On parle de développement personnel, on parle d'entretenir une pensée positive, c'est un mode de vie. D'être positif, d'être dans son moment présent, de pas... Écoute, c'est large, le développement personnel, mais t'as aussi ceux qui vont... Parce qu'il y en a des mal intentionnés. Donc, d'un bord, t'as des charlatans qui vont dire « Oh, moi, là, j'ai un don de voyance. » On pense à Jean-René Dufort quand il avait été engagé par Jojo. Par Jojo Savard. Puis, tu sais, il y avait je pense que ça avait fait les gros titres, « Je suis devenu médium. » Mais, il y a un entre-deux. Il y a une vérité si on va au moins chercher. Ce que tu mentionnes, c'est justement là que se trouve toute la problématique. C'est-à-dire qu'on mélange l'humain versus l'information. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. La croyance, elle est légitime. Que tu crois en Dieu, que tu crois en Bouddha, que tu crois à la réincarnation, tu peux croire en ce que tu voudras. La croyance, elle est légitime. Ce qui l'est moins, c'est de faire un tri, ce qu'on appelle du cherry picking, d'aller chercher de l'information, de l'interpréter de façon parfois assez légère pour donner une espèce d'assise à ces croyances-là. Ce qui n'est pas toujours vrai. Hein? Je veux dire, tu as le droit de croire qu'on est visité par des extraterrestres, mais je te défie de m'amener une seule histoire d'OVNI. Ils en ont disséqué un. Qui me force à croire qu'on est visité par des extraterrestres et une preuve tangible. Hein? Si on parle aujourd'hui, on est à peu près 80 ans depuis le début de l'ère moderne des OVNI et il n'y a jamais une seule preuve qui n'a été apportée pour prouver qu'il y a des extraterrestres. Et là, ceux qui croient aux extraterrestres vont imaginer des mécanismes d'explication. C'est vrai, on en a des preuves, mais le gouvernement nous les cache, sont cachés dans un hangar, c'est la théorie du complot. Mais un complot n'explique pas grand-chose, finalement. Tu sais, t'as pas cette preuve-là. Et c'est un peu la même chose. Donc, on prend, c'est vrai que si on discerne, on fait le discernement entre ce que la science nous a appris, des informations qui sont vérifiées et vérifiables, et l'interprétation qu'on en fait, il y a un monde entre les deux. Ça fait un siècle qu'on fait de la recherche en parapsychologie, hein, donc les facultés, la perception extrasensorielle, et jusqu'à maintenant, même si depuis la fin des années 60, la parapsychologie est reconnue comme étant une science légitime, ça ne veut pas dire
que les résultats le soient, mais c'est une science légitime. Ce que la parapsychologie nous a appris, c'est qu'il semble y avoir une interaction entre les humains et l'environnement. Mais pour l'heure, ça ne demeure qu'une preuve statistique. Donc, mais tu vas être d'accord avec moi. Ça reste, on va dire, une preuve statistique parce que la science, c'est pas une chose, hein. C'est pas, tu sais, ça, c'est une boîte de Kleenex, puis ça, c'est la science. Non, c'est pas ça. Il y a un procédé, la science c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. C'est une façon de faire. Et la science, elle est périssable. Périssable en ce sens que ma vérité scientifique d'aujourd'hui n'est peut-être pas la même vérité scientifique de demain. Donc, chaque théorie ou chaque affirmation scientifique, elle est valable jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie ou une nouvelle connaissance scientifique vienne la remettre en question. Donc, la science, de croire que quelque chose est blanc aujourd'hui, en science, c'est faux. C'est vrai, selon la science d'aujourd'hui, que c'est blanc, mais demain, ça va peut-être changer. Donc, il faut savoir que la science, c'est faux de croire. On aime bien, les théoriciens du complot, les amateurs de phénomènes paranormaux ont tendance à décrire le monde scientifique et surtout à le diaboliser en lui donnant des intentions qu'ils n'ont pas. Ah, les scientifiques sont pas ouverts aux idées nouvelles. C'est faux. Les scientifiques se remettent continuellement en question. La théorie de A a été remise en question par B, par C, puis bon, il n'y a pas de problème avec ça. Et les scientifiques hier disaient ceci, puis aujourd'hui ils disent autre chose. Oui, c'est le principe même de la science. Mais pour pouvoir dire que c'est scientifiquement prouvé, on doit suivre certaines étapes, certains protocoles. C'est qu'on ne fait pas. Hein? La meilleure façon là, de pouvoir donner foi à ces croyances-là, c'est de tirer sur le messager. Et tirer sur le messager, c'est la science. La science dit, voici, la parapsychologie, ça existe peut-être, la télépathie, la télékinésie existe peut-être, les phénomènes de voyance existent peut-être, mais la science, si on le fait dans les règles de la science demande que l'expérience puisse être reproduisible dans des conditions analogues, etc. Et ça ne fonctionne Fantôme pas. Philippe, ça a été fait. Oui, dans le cas de Philippe est un cas à part. Mais c'est vrai que la plupart des cas, on ne suit pas cette règle-là. Et comme ça ne suit pas cette règle-là, ben là, on pointe le doigt vers la science. C'est la science qui est dans l'erreur. Non. La science n'est pas dans l'erreur. La science est la meilleure méthode que l'on connaisse aujourd'hui. La science nous a permis de sortir des cavernes, de découvrir le feu. Il nous a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Il faut faire attention. Là. La science est un sapristi de bon outil là, pour pouvoir s'assurer de la réalité. Mais la science a ses limites. Donc, les limites d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes limites d'après-demain. Bon. Et donc, il faut faire attention. Donc, tu as tout à fait raison. Les faits disent une chose. Tu as le droit de les interpréter comme tu as envie de le faire et d'alimenter tes croyances. Ce qui est moins légitime, c'est de falsifier les faits pour te donner raison. Ou, je suis capable de montrer les images de Emoto, que la pensée, l'intention a vraiment... on pourrait passer à un autre épisode complet juste à parler de la cristallisation de l'eau puis des images. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que dans une démarche de croissance personnelle, de développement personnel, puis je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. Sinon, je vais le couper au montage. Okay. Non, mais c'est que là où on peut croire certaines choses, puis je vais te demander tantôt de raconter, parce qu'on parle du fantôme Philippe, puis je trouve ça tellement fascinant, cette expérience-là. Mais si tu me dis la vérité est que voici le procédé, voici ce qui a été fait, voici les conclusions qu'on en a tirées. On a un impact sur la matière. Ouais, pour aujourd'hui. Ce que ce sera demain, c'est autre chose. Ben, c'est ça. Dans le développement personnel, souvent, on est dans notre moment présent. Fait que c'est correct. Ouais. Ça colle. Mais le problème, c'est si tu me dis... Mais moi, je comprends comment ils ont fait. Je comprends, puis je peux te dire exactement le où, quand, comment, pourquoi qu'on a cette incidence-là. Là, c'est faux. Là, il y a une arnaque. Là, il y a quelque chose à... Dans le domaine du paranormal, c'est un peu ça la grande problématique. C'est qu'on a documenté, si on reste essentiellement dans la perception extrasensorielle et les phénomènes de fantômes, qui sont souvent très proches, très voisins, là, poltergeist et compagnie, ce qu'on sait, la science a réussi à documenter dans des conditions assez rigoureuses un certain nombre d'expériences. On ignore la mécanique derrière ça. On ne sait pas comment que ça fonctionne. Et les gens,
mal intentionnés, comme tu mentionnes, eux vont récupérer ça en disant, moi, je le sais, les fantômes, les revenants sont de l'autre côté, ils attendent la lumière. Ça, c'est de la foutaise, c'est de la bouillie pour les choses. On ne sait pas. Les fameuses croyances, ben là, moi, je suis capable de faire telle chose avec telle... Non, mais... Les autres problèmes que tu évoquais, que ce soit l'expérience de Philippe, la cristallisation, les expériences de guérison de Bernard Grad, le problème ici, ou même les phénomènes de voyance, on pense au projet Stargate des Américains, la problématique dans ces cas-là très précis, c'est qu'on travaille avec du matériel humain. Et ça, c'est difficile. Parce que quand tu travailles avec du matériel humain, on le sait tous, on peut tous le vivre au quotidien. Tu travailles, tu fais un travail routinier, tu le fais très, très bien, tu excelles dans ton domaine. Il suffit qu'un matin, tu arrives au bureau et tu t'aperçoives qu'on t'a mis un superviseur. Et là, le superviseur, lui, te regarde, il est penché sur ton épaule, puis il te regarde faire. Tu vas multiplier les erreurs les unes derrière les autres. Pourquoi? Pourtant, c'est un travail routinier que tu connais bien, mais ton état psychologique va influencer le résultat. Si c'est vrai dans un travail que tu fais tous les jours et qui est routinier, imagine-toi comment ça peut avoir une influence si on aborde le sujet de la perception extrasensorielle. Donc, je te donne 2 exemples et tu vas comprendre que les 2 écoles ont raison. On se pose la question pourquoi, dans certains cas, on a l'impression que des médiums, je préfère l'expression sensitif, médium, laissons ça au monde des esprits et des ceux qui communiquent avec les esprits, mais si on parle des sensitifs, donc c'est des gens qui sont doués d'une perception extrasensorielle. On a tous entendu des histoires où ces sensitifs ont été utilisés dans des cadres policiers pour aider les forces de l'ordre. Et on pourrait avoir ici 10 policiers qui viennent jurer que l'information qui était apportée était tout à fait qualitative et importante. J'ai moi-même mené des enquêtes là-dessus. J'ai mené des enquêtes avec des policiers qui ont fait appel à ces voyants, puis ils ont été convaincus que le voyant a apporté une information valable qui a permis de faire progresser l'enquête. Les sceptiques diront, c'est drôle, ces gens-là semblent très efficaces sur le terrain, les sensitifs semblent très efficaces sur le terrain, mais quand on les met dans un laboratoire, ils échouent catégoriquement, systématiquement. Et c'est vrai. On a beau lui donner des enveloppes fermées, des objets qui manipulent, c'est un échec total. Donc, pour les sceptiques, c'est de dire pourquoi est-ce qu'ils réussissent si bien dans la nature et ils ne réussissent pas en laboratoire? C'est parce que dans la nature, c'est plus facile de tromper les gens. Et ils ont raison. Le sensitif qui se promène entre les policiers entend des informations. Puis là, d'un coup, il se concentre, puis il nous sort une patente. Mais ce qu'il nous dit pas, c'est qu'il a entendu un policier en parler 5 minutes plus tôt. Puis le policier s'est pas aperçu qu'il en a parlé, puis que le voyant l'a entendu. Donc, c'est un peu flou. C'est vrai que c'est plus facile sur le terrain de tromper les gens. On peut faire accroire plein de trucs. En laboratoire, dans des conditions rigoureuses, ça devient plus difficile. Donc, les sceptiques ont raison. Sur le terrain, c'est beaucoup plus facile de tromper les gens que dans une condition de laboratoire, d'où le fait que ces voyants ou ces sensitifs ont des échecs de manière systématique. Mais l'école parapsychologique, elle, ne dit pas ça. L'école parapsychologique, elle dit, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais peut-être aussi que les conditions de l'expérience jouent. Si l'environnement, et la preuve, comme je l'ai mentionné, si tu es au travail, tu fais ton travail, puis un superviseur qui est au-dessus de ton épaule, tu vas commettre des erreurs. Tu vas moins bien réussir. Or, le contexte de l'expérience joue peut-être. Le médium ou le voyant, le sensitif qui est sur le terrain, qui est avec les policiers, qui est avec les parents de l'enfant disparu, qui manipule le matériel. Il y a une charge émotive sur le terrain que tu n'as pas dans le laboratoire. Voilà. Et peut-être que cette charge émotive, elle est essentielle à la production d'effets surnaturels. Donc, le sceptique a raison dans sa vision à lui, mais le parapsychologue a peut-être aussi raison. Peut-être que la charge émotive sur le terrain est un élément clé pour pouvoir produire ces manifestations-là. Le problème, c'est que comme on est avec un humain, on est incapable de reproduire à volonté l'expérience parce que l'humain, il est fonction parfois de ses propres croyances puis de ses états d'âme. Ça a été d'ailleurs une transformation importante dans l'univers de la parapsychologie. Dans les années 60, 50 et 60, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la parapsychologie, les parapsychologues allaient vers ce qu'on appelait des surdoués du psy. Donc, il y avait des gens qui avaient des dons apparemment extraordinaires. Uri Geller qui réussissait à tordre des cuillères. On avait un type qui s'appelait Ted Sirios qui réussissait à envoyer des images sur de la pellicule photo en tenant un appareil devant lui. Donc, on avait des gens, c'était des surdoués du psy. On pense à Nina Kulagina, une femme qui faisait de la télékinésie en Union soviétique.
quoique là, c'est peut-être des films de propagande de l'ancienne URSS, mais quoi qu'il en soit, on avait des éléments qui étaient extraordinaires et on avait ces surdoués du psy. Le problème avec les surdoués du psy, c'est que les parapsychologues, lorsqu'ils travaillaient avec eux, on se rendait compte que ces gens-là, à un moment donné, il y avait une lassitude qui se produisait. Une lassitude, ça se produit pas avec un robot, ça se produit pas avec un dé dans un verre, mais avec un humain, ça peut se produire. Donc, si Ted Sirios, au début de l'expérience, dans les premiers jours d'expérience, avait des bonnes performances, au fur et à mesure où les semaines s'écoulaient, ses performances diminuaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une lassitude qui s'installait. Ted Sirios en avait un peu rien à cirer, puis il disait, bon, là, je l'ai fait 4 fois, 10 fois, 20 fois, ça me suffit, on passe à autre chose. Et peu à peu, l'expérience tombait, les résultats très impressionnants du début tombaient à la fin dans des résultats qui étaient dignes du hasard. Donc, on s'est aperçu de ça. On s'est aperçu également que ces gens-là n'étaient pas toujours disponibles. Ted Sirios, par exemple, travaillait, par exemple, avec une équipe dans un laboratoire, et une fois que les résultats étaient obtenus, qu'on avait fait des expériences et qu'on publiait, un autre laboratoire disait, oui, mais moi, je suis pas convaincu, amenez-nous Ted Sirios. Et Ted Sirios, parfois, se disait, là, je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire 2 fois, ou 5 fois, ou 10 fois, ou avec 20 laboratoires différents. Je ne suis pas un cobaye, je ne suis pas une bête de cirque. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait un problème très sérieux. Comment démontrer la performance avec les surdoués du psy? Un peu comme chanter, hein. Tout le monde, on voudrait tous avoir un Elvis Presley ou une Céline Dion à notre micro, mais malheureusement, il n'est pas trop disponible. Et c'est un peu la vision que les parapsychologues ont dit, faut changer ça. Si les phénomènes de perception extrasensorielle existent, ils sont probablement des phénomènes qui existent chez tous les êtres humains. Certains sont simplement de meilleurs interprètes, des meilleurs chanteurs. On peut tous chanter dans une soirée de karaoké, on chantera peut-être pas tous comme Céline Dion, par exemple. Et c'est un peu ce que les parapsychologues se sont dit. Au lieu de travailler avec des surdoués du psy, travaillons avec monsieur et madame tout le monde. Et ils ont obtenu des résultats, et c'est les résultats, je te disais, les fameux résultats statistiques. On a demandé à des gens, monsieur et madame tout le monde, comprenaient, on dit, OK, parfait, on a un chiffrier électronique, concentrez-vous sur le chiffre 7. En théorie, le chiffre 7 devrait sortir, si on fait 100 000 expériences, le chiffre 7, au final, devrait sortir 1 fois sur 10. Or, soudainement, quand les gens se concentraient sur le chiffre 7, on faisait 10 000 expériences et on constatait que le chiffre 7 était sorti 3 fois ou 4 fois sur 10. Donc, c'est au-delà du hasard. On voit bien qu'il semble y avoir une interaction entre la pensée des gens qui participent à l'expérience et les résultats finaux. Mais ce sont des résultats statistiques. C'est pas une preuve matérielle. Et dans cet univers-là, je voudrais préciser, dans cet univers-là, c'est encore plus difficile parce que si la preuve statistique, elle est admissible dans d'autres domaines de la science, on pense par exemple à la pharmacologie ou l'astronomie, on n'a pas tous vu, ou quand on fait des tests sur des médicaments, on donne un placebo, on donne le médicament générique à des patients et on constate sur le plan statistique que ceux qui ont pris le médicament générique ont connu une rémission de maladie plus grande que ceux qui ont pris simplement le placebo. Donc, c'est, encore une fois, on s'appuie sur la statistique. La statistique en pharmacologie, c'est extraordinaire. La statistique en astronomie, c'est extraordinaire. Mais la statistique en parapsychologie, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le procédé. Non, parce que le paranormal flirte avec le religieux. Entre la personne qui dit qu'il a le pouvoir de guérir, amenez-moi quelqu'un, puis je fais des passes manuelles, puis cette personne-là sent un mieux-être, entre cette personne-là et le frère André, le thaumaturge qui dit, moi, Dieu me parle, puis je vais guérir les gens, la frontière, elle est très, très mince. Le discours échange, mais c'est exactement la même chose. Et comme on est ici dans l'univers du religieux, la perception extrasensorielle, c'est souvent, on flirte avec le religieux. La science et la religion, ça fait pas bon ménage. Donc, la science exige plus, alors qu'elle accepterait les données statistiques qu'on a en parapsychologie, alors qu'elle serait probablement acceptée dans un mécanisme objectif de peser le pour et le contre, elle est refusée parce qu'on est dans le domaine de la parapsychologie. Et dans la parapsychologie, on flirte avec le religieux. Entre voir un fantôme et voir la Vierge Marie, il n'y a pas grand-chose entre les deux. C'est simplement l'interprétation qu'on fait. Et ça, la science n'aime pas ça. Et c'est pourquoi on exige plus de la parapsychologie qu'on exigerait, par exemple, de la pharmacologie ou de d'autres domaines, parce que c'est des domaines qui flirtent avec le religieux. Mais la mécanique, encore une fois, on applique la méthode scientifique, mais quand on travaille avec du matériel humain, ce qui est le cas avec la parapsychologie, la perception extrasensorielle, quand on travaille avec du matériel humain, il faut accepter
qu'on ait des résultats qui soient un peu en dents de scie, parce qu'on n'est pas faire une expérience avec un être humain, ce n'est pas faire une expérience en mélangeant 2 produits chimiques dans un bécher ou... donc, on a une problématique ici. C'est ça. Puis, c'est en plein ça. Pour vrai, ce procédé-là, cette espèce de ces exigences-là qui sont surélevées. Le gars, il l'a-tu plié, la cuillère, ou il l'a pas plié sans la toucher? S'il en a plié 2 ou s'il en a plié 10, il a été capable ou il a pas été capable? C'est aussi simple pour moi, personnellement. Oui, puis en même temps, il faut quand même voir aussi plus loin, parce que on a d'autres problèmes. Dans le cas d'Uri Geller, par exemple, si on prend celui-là, le cas de Geller qui tord les cuillères. Bon, Uri Geller dit, ben voilà, moi j'ai le pouvoir de tordre des cuillères. Parfait. Le problème de Uri Geller, c'est que si on essaie d'être objectif, être très honnête, il a été testé par les laboratoires Stanford, en Californie, et il a réussi. Il a performé. Et on avait mis, par exemple, des senseurs sur la cuillère pour voir quelle était la pression qu'il exerçait, puis on suivait ce mécanique-là. Et Uri Geller a réussi. Donc, on pourrait se dire, voilà, c'est fait. Non. Le problème de Uri Geller, et c'est vrai pour lui, mais c'est vrai pour plein d'autres, c'est que ces gens-là ont été pris par la suite aussi à tricher. C'est qu'à un moment donné, on a un besoin de résultats. On ne peut pas se permettre un Uri Geller, ou Uri Geller, lui, ne peut pas se permettre un Uri Geller qui ne plie pas la cuillère. Un Ted Sirios ne peut pas se permettre un Ted Sirios qui ne produit pas une photo sur une pellicule. Mais est-ce qu'on en serait là si, à partir de, mettons, 3 cuillères, on a compris que tu es capable, good job, tape dans le dos? Donc, quand on regarde ça, quand tu regardes le discours des sceptiques qui discréditent Uri Geller, ils vont dire, ben voilà, Geller avait un passé de magicien, Geller a été pris à tricher, dont notamment une fois dans une émission là, énorme qui était le Johnny Carson Show. Donc, c'était une émission de fin de soirée qui était éminemment populaire dans les années 70 et 80. Puis il a été pris, il avait amené sa cuillère, puis là, Johnny Carson dit, non, je veux pas que tu tordes ta cuillère, je voudrais que tu tordes la mienne. Et là, Geller n'a pas été en mesure de le faire. Donc, à ce moment-là, ça sentait la fraude et ça l'a complètement discrédité. Jamais les sceptiques vont te mentionner que Uri Geller a aussi été testé au Stanford University, à l'Institut Stanford, où il a réussi, il a performé de manière éloquente. Exactement la même chose avec Ted Sirios. Les sceptiques te diront, ben ouais, mais Ted Sirios, quand on faisait l'expérience, il était toujours ivre. C'est vrai que plus il était ivre, plus il performait bien. Et c'est vrai que les conditions de laboratoire n'étaient pas optimales. Je veux dire, on avait un type, il a enlevé sa chemise, il était à moitié tout nu dans le laboratoire, sa bouteille de vodka, il était bien sous, on y amenait l'appareil photo, puis il y avait une espèce de... C'était assez chaotique dans le laboratoire. Et on va évoquer ces éléments chaotiques, mais ils nous arrivent quand même pas à expliquer tout ce qui s'est produit en laboratoire. Et c'est un peu ça la problématique, c'est que comme on a affaire avec des humains, ben ces humains-là, parfois... Ils veulent que l'intérêt qu'on leur manifeste se maintienne. Et lorsqu'ils arrivent à moins bien performer, ben ils vont un peu falsifier les performances. C'est un peu comme les gens qui participent aux Olympiques. Ce sont des gens, un coureur, par exemple, un coureur qui fait le marathon, qui fait le 100 mètres, ces gens-là, ils performent, ils sont bien, et puis ils font des trucs qui sont extraordinaires. Mais parfois, ils ont besoin de plus performer, d'aller chercher plus. Et c'est au moment où on va aller plus qu'on commet peut-être l'erreur, soit de prendre des anabolisants ou prendre des substances illicites. Puis là, on vient de semer un doute, puis du moment où il y a un doute, on recommence encore. Absolument. Mais des fois, c'est même pas la décision de la personne. On fait juste penser à Geneviève Janson. Mm-hmm. C'est pas... ouais, mais là, dans la politique humaine, là, c'est autre chose. C'est qu'il y a tellement de facteurs à considérer autour, mais ça l'empêche pas que... C'est pourquoi on connaît toute l'histoire maintenant. C'est pourquoi il y a des expériences qui sont, à mon avis, plus difficiles à discréditer. Puis même les sceptiques ont tendance à pas trop jouer. Les sceptiques, puis je ne dis pas ça pour tirer sur eux, parce qu'on peut dire la même chose des croyants. Là. Chacun tire la couverture de son côté. Mais les sceptiques, par exemple, auront tendance à mettre de côté des expériences qui sont, à mon avis, très éloquentes. L'expérience des souris du Dr Grad, par exemple, hein, pour les gens qui nous écoutent savoir ce que c'est, dans les années 60, au début des années 60, le Dr Bernard Grad, qui est un oncologue à l'Université McGill, s'intéressait beaucoup à ces histoires de guérisseurs. On disait, il y a des gens qui disaient avoir été... On disait à l'époque des ramancheurs ou des trucs comme ça. Alors, il s'est intéressé à ça. Puis le discours de ces gens-là, les guérisseurs, c'était toujours de l'énergie en jeu. J'ai de l'énergie dans les mains. Mais comment on peut calculer ça, cette énergie-là, l'énergie psychique? Soyons clairs.
L'énergie psychique, c'est un bien beau mot. Là. Ça sonne bien, c'est autour d'une séance de spiritisme, là, de dire l'énergie psychique. Mais ça n'existe pas. On peut pas moyen de documenter ça. Si ça existe, en tout cas, on ne l'a jamais documenté. Puis mais il y a de l'énergie. Puis dans le grand collisionneur de Hadron, là, on a réussi à trouver plein d'énergie. On a même trouvé la particule de Dieu, les quarks. Les quarks, mais on n'a jamais trouvé l'énergie psychique. On l'a jamais vu. Fait que donc, mais c'était souvent ça qui revenait dans le discours des guérisseurs, c'est qu'il y a de l'énergie. Et Bernard Grade a voulu vérifier ça. Mais c'est vrai que quand on prend des gens, puis qu'on lui dit, ben voilà, j'ai mal, par exemple, à une articulation, on le fait manipuler, les gens disent, ben je me sens mieux. Est-ce qu'il se sent réellement mieux ou est-ce que c'est simplement un effet placebo? Donc, ce que Bernard Grade a fait, c'est qu'il a pris, à un moment donné, il a pris 36 souris. Et sur les 36 souris, il a fait des prélèvements, des biopsies sur chacune de ces souris. Et ensuite, il les a divisées en 3 groupes de 16 souris. Et donc, 3 groupes de 16, c'était 36, 38 souris, des groupes de 12. C'est 12, des groupes de 12. C'est pas grave, ça se reproduit vite, ces souris-là, c'est ça le problème. Bref, c'est 48 souris, excuse-moi, c'est 48 souris qui est séparé ensuite en groupes de 16. Et en prenant ces souris, il a fait donc des biopsies, toujours avec un petit instrument chirurgical qui allait chercher une ponction sur le dos de la souris. Donc, où le jour 1 de l'expérience, toutes les souris présentaient à peu près la même plaie sur le dos. Il les a séparées en 3 groupes. On avait un groupe qu'on appelait le groupe chauffé. Donc, ce groupe chauffé, lui, il était simplement soumis 2 fois par jour, 15 minutes durant, à la manipulation de la cage par des laborantins. Donc, des gens qui n'avaient pas de prétention de guérisseurs, ils prenaient la cage avec la souris dedans, ils la manipulaient 15 minutes, puis ils remettaient dans son trou. Et puis, il y avait un groupe de souris qui était laissé tel quel, sans aucune manipulation quelconque, et un autre groupe de souris qui était manipulé 15 minutes durant 2 fois. Puis quand je dis manipuler, c'est pas la souris, c'est la cage. Oui. On prenait la cage. Et donc, 2 fois par jour, 15 minutes durant, par un guérisseur montréalais à l'époque qui était très connu, qui était le colonel Oscar Estebani, un ancien des milices à l'époque du bloc de l'Est, et qui avait émigré au Canada et qui avait cette réputation d'être un grand guérisseur. Et donc, 2 fois par jour, 15 minutes durant, Estebani se rendait à l'Université McGill et manipulait la cage contenant ses souris. Et après 2 semaines, les résultats montrent très clairement, sans l'ombre d'un doute, que les souris manipulées par Oscar Estebani avaient connu une guérison plus rapide que les autres souris, tant le groupe chauffé que le groupe simplement l'essai lui-même, le groupe échantillon. Les sceptiques n'ont pas été convaincus de ça. Ils ont dit, oui, mais 48 souris, c'est pas suffisant. Donc, on a refait à l'Université du Manitoba, on a refait la même expérience avec 300 souris. Et là aussi, on obtenait exactement les mêmes résultats. Et on ne peut pas accuser les souris d'avoir été conditionnées à la manipulation du guérisseur. Et là, après 300 souris, mais les sceptiques ont dit, ouais, pas suffisant, il faudrait peut-être plus. Là, à un moment donné, on se dit, ben là, il faut faire quoi? On va avoir une colonie de 20 millions de souris, là. Alors, et ça, c'est vrai que dans le discours des sceptiques, on parle rarement des expériences d'Oscar Estebani. Et c'est exactement la même chose, tu as mentionné plus tôt, l'expérience de Philippe le Fantôme. L'expérience de Philippe le Fantôme, c'est sans aucun doute l'expérience la plus marquante de toute l'histoire de la parapsychologie. Et encore une fois, pour situer les gens qui nous écoutent, il faut savoir que dans les années, à la fin du 19e siècle, s'est développé le mouvement spirit. En fait, le mouvement spirit est né aux États-Unis en 1848, pardon. Et à partir de là, donc, du jour au lendemain, plein de gens se sont mis en contact avec les esprits. Et c'est même devenu une espèce d'activité presque populaire, hein, une activité bourgeoise. Il faut se rappeler, on est avant la télévision, on est avant la télé, donc les gens se réunissaient le samedi soir. Et principalement en Europe, il y avait eu des guerres, des affrontements. Je pense par exemple à la guerre des Boers au 19e siècle. Et ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, 14-18. Et à partir de là, des gens avaient perdu des proches sur les champs de bataille. Et on voulait garder ce lien-là avec nos proches. Et donc, va se développer ce mouvement spirit. Le terreau est fertile au développement du mouvement spirit. Et comment ça se passe, les réunions spirit? Ben voilà, les gens se réunissent, on a tous vu ça à la télé, on se réunit autour d'une table, on communique avec les Ouija, là, un peu. Ouija. D'ailleurs, le Ouija s'est développé, c'est un outil qui a été développé dans le milieu spirit. C'était pas encore la version qu'on achète chez Walmart, mais bon, c'est un peu le mécanisme. Parce que quand on demandait à l'esprit de taper sous la table, puis il s'appelait Zébulon, c'était plus long à écrire. S'il s'appelait Joe, tu sais, bon, on comprend ça. Donc, on avait développé des outils, mais bref, les tables se mettaient en mouvement, où il y avait des coups qui étaient frappés sous la table, qui étaient donnés en guise de réponse, apparemment de ces esprits qui communiquaient à travers le médium.
Et donc, à un moment donné, on arrive, il y avait eu des résultats assez convaincants de ces communications avec les esprits. Et arrive à la fin des années 60, c'est l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. On a besoin de tout voir par le filtre de la science. Et là, il y a un groupe de chercheurs de Toronto qui est dirigé par un certain George Owen, qui, lui, est originaire de Grande-Bretagne. Il s'est beaucoup intéressé au phénomène des poltergeists, qui est, à mon avis, le phénomène paranormal le plus extraordinaire qu'on peut rencontrer. Et donc, il s'est beaucoup intéressé au phénomène des poltergeists. Et là, on est vraiment dans un milieu très élitiste. On n'est pas là pour faire des soupes, on n'est pas là pour faire du flafla. On est vraiment un groupe de chercheurs ensemble qui se réunissent. Et on se dit, est-ce que... Et là... Je mets comme un espèce de gros surlignage sur le... Ils sont pas là pour faire de l'argent. Ils sont pas là. Non. C'est la base de la pensée critique. Quelle est l'intention derrière et qu'est-ce que les personnes ont à tirer de ça? En fait, ils sont là, ils s'intéressent tous. Ce sont des gens qui s'intéressent à la parapsychologie. On a créé cette association-là. Ils sont dans un besoin de vérité. Voilà. Ce type-là, George Owen, d'ailleurs, reçoit des sommes d'argent. Il est financé pour mener de la recherche en parapsychologie. Et donc, il a créé un petit groupe autour de lui, la New Horizon Foundation. Et là, les gens sont réunis, on discute, et à un moment donné, quelqu'un lance comme ça, comme information, est-ce qu'on pourrait produire les mêmes effets qu'on rencontre dans les soirées de spiritisme, dont notamment les apparitions? Est-ce qu'on pourrait provoquer à volonté l'apparition d'un esprit? Et comment savoir si c'est un esprit ou une création de nous-mêmes? Parce qu'à l'époque, le discours tourne beaucoup sur le fait que lorsque des manifestations qui se produisent, ce n'est pas l'au-delà qui se manifeste, c'est l'en-dedans. C'est la nouvelle pensée. C'est toujours nous qui provoquons ces manifestations. Donc, le groupe de George Owen se dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de produire des effets spirites, mais s'assurer que c'est nous qui les produisons plutôt que des esprits qui se manifestent? Et comment le faire? Donc, à force de discuter, on arrive à la conclusion qu'on va créer un faux fantôme. Donc, on s'est dit, on va créer un personnage qui n'a jamais existé. Donc, ces gens-là se réunissent et parmi eux, il y a des gens, aucun d'entre eux n'a de prétention de médium. Ce sont des gens qui appartiennent à cette association-là. Aucun d'entre eux n'est un médium. Et donc, on se réunit et on se met à penser comment on peut produire l'expérience. Et là, donc, il y a des gens là-dedans qui sont très imaginatifs, se disent, on va créer un personnage qui aurait vécu quelque part là, au 17e, 18e siècle, qui va s'appeler Philippe. C'est un aristocrate anglais. Là, on le situe dans l'espace. Il vit à Doddington Manor, en Angleterre. Il est marié et son épouse est une femme frigide, tout ça. Donc, il décide d'avoir une liaison avec une bohémienne locale, Margot. Et donc, ils imaginent tout ça. Ils imaginent même le type de musique qu'il devait écouter, de quelle façon il devait s'habiller. Donc, on crée une vie autour de Philippe, une vie de famille, une vie amoureuse. Et on s'assure dans ces éléments-là que certaines choses ne pourront pas avoir d'interférence parce que ça existait. Non, il n'y a rien là-dedans qui existe. Non, c'est ça que je dis. Il n'y a aucune interférence possible. La seule chose qu'on a choisi volontairement, c'est le lieu. On a choisi Doddington Manor en Angleterre. Pourquoi? Qui existe. Mais on sait qu'il n'y a jamais eu à Doddington Manor quelqu'un ressemblant de près ou de loin à Philippe. Exactement. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de personne. Et Doddington Manor, parce que dans l'histoire de Philippe, lorsque son épouse va dénoncer, apprend que son mari est infidèle, elle dénonce la bohémienne, Margot, qui va être brûlée comme sorcière. Et là, on nous dit que Philippe, ébranlé par le chagrin, se jette du haut des palissades de Doddington Manor. Et personne ne s'est jeté en bas. Mais il n'y a pas de palissade à Doddington Manor. C'est ça. Donc, on sait que ces éléments ne peuvent pas fonctionner. Donc, on crée ces personnages-là. Et parmi les gens, il faut quand même le mentionner, il y a Margaret Sparrow qui fait partie de l'équipe. Margaret Sparrow, pour la situer, là, dans les années 70, c'est la directrice de la société Mansa. Donc, la société Mansa est une société très élitiste où les gens qui sont membres de la société n'ont pas moins de 140 ou 145 de quotient intellectuel. Donc, Margaret Sparrow fait partie de l'équipe. Il y a l'épouse également de George Owen qui est là et d'autres gens. Et il y a une supervision qui est faite par un psychologue pour s'assurer que les gens comprennent bien que l'expérience n'est pas la réalité, etc., au cas où des gens auraient tendance. Et là, à partir de là, pendant une année, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est difficile de produire un effet paranormal de ce type-là. Pendant une année, ces gens-là vont se réunir
On est dans une maison en banlieue de Toronto. On a une pièce qui est essentiellement dédiée à l'expérience de Philippe. Tous les vendredis soirs, de 19h à 22h, les gens se réunissent, on se met autour de la table. On a choisi dans tous les membres, on est une quinzaine de membres de la New Horizons Foundation, on a une quinzaine de membres, on choisit 8 personnes. Ce sera toujours les mêmes 8, le groupe des 8, comme on l'appelle. Ces gens-là se réunissent autour de la table et là, on se met les mains à plat sur le plateau. C'est une simple table de cartes, comme on en retrouve, avec des pattes pliantes. On met ça au milieu de la pièce et les gens sont là, les mains sur le plateau. Et on tente de communiquer avec Philippe. Philippe, es-tu là? C'était là, un coup pour oui, 2 coups pour non. Et pendant une année, il n'y a rien qui se produit. Absolument rien. Alors, évidemment, on est un peu déçus. Et à ce moment-là, George Owen, en discutant avec d'autres membres de la Société de recherche parapsychique, la Society for Psychical Research en Angleterre, il discute avec eux et il apprend que l'un d'entre eux a déjà mené une expérience semblable et quand il regarde le protocole qui est utilisé, il se dit l'erreur dans le protocole, c'est d'imaginer que les séances de spiritisme sont des séances austères. On voit ça dans les films. Les gens sont là, oui, Monique, es-tu là? Un coup pour oui. Mais c'est pas comme ça que ça se passait au 19e siècle, début du 20e siècle. C'était beaucoup plus convivial. Les gens se racontaient des blagues, on écoutait de la musique. Bon, c'était vraiment une réunion familiale, conviviale. Et c'est donc un peu l'idée, on décide de changer le protocole. Donc, à partir de maintenant, fini les soirées austères où les gens se réunissent pour essayer de communiquer avec l'esprit. On change complètement ça, on fait jouer de la musique. On se dit, Philippe devait aimer la musique du clavecin, parfait, on fait jouer du clavecin. Tout ça est merveilleux. Et assez rapidement, d'ailleurs, ils vont commencer à obtenir des résultats. Et les résultats vont aller très rapidement crescendo. C'est ça qui est spectaculaire. C'est comme si, une fois qu'on a trouvé le truc, ça marche. Alors, au début, c'est assez léger. Hein? On se dit, Philippe, es-tu là? Et après quelques semaines de ce nouveau protocole, on commence à entendre des grattements dans la table. Et je dis bien dans la table. Ils ont du papier. Mais on a mis des micros au-dessus et en dessous de la table. Et la signature du bruit montre que le bruit vient du milieu de la table, de l'intérieur du plateau de la table. Et ensuite, très rapidement, dès que ces grattements commencent à se faire entendre, 2 ou 3 semaines après, là, on commence à entendre des coups, des cognements. Et ensuite, c'est la table qui se met à bouger. Et tout ça, toujours en accord avec la biographie de Philippe. Quand on demande à Philippe, étais-tu amoureux de Margot? Un coup pour oui, 2 coups pour non, c'est un coup. Hein? Donc, et c'est toujours en accord. Et quand on pose à Philippe des questions qui ne font pas partie de sa biographie inventée, faut-il le préciser, donc quand on lui pose des questions qui ne font pas partie de sa biographie, la table reste silencieuse. Et quand on rajoute des éléments à la biographie de Philippe, assez rapidement, la table va se mettre à réagir en fonction de ces nouvelles informations. Et éventuellement, la table, il faut voir les films qui ont été tournés, c'est assez spectaculaire. La table, souvent, se soulève même sur une seule patte alors que les gens sont autour. C'est très spectaculaire. Ici, disons-le tout de suite, la fraude est exclue. On peut pas plus impossible. Puis s'il y a quelqu'un qui le nommerait, c'est toi. Fait que... La fraude, elle est exclue. Ce que l'on voit dans les films de Philippe, l'expérience, elle a été menée de manière rigoureuse. Les résultats sont là. Et ils l'ont fait devant la télé. Et comme tu l'as mentionné, hein, à des moments donnés, pour s'assurer qu'il n'y avait pas personne qui aurait involontairement tiré vers lui. Il y avait des soirées, puis c'était à l'insu du groupe des 8. On ne le savait pas, ça se décidait à la dernière minute. Hop, quelqu'un arrivait et disait, OK, on va mettre du papier ciré sous le doigt, des papiers cirés sous le doigt des participants. Donc, si tu tires, c'est le papier qui va glisser. Puis on va l'entendre dans le micro. Ouais, mais rien de ça, ça change strictement rien. Les manifestations fonctionnaient de la même façon. Donc, ça a été très spectaculaire. Et éventuellement, l'expérience de Philippe, comme elle a été bien documentée, le protocole est bien établi, l'expérience a été reprise dans le monde avec des résultats assez similaires. Peut-être pas toujours aussi spectaculaires, parce que c'est ça, il faut se rappeler que pour mener une expérience comme celle-là, elle a duré pendant des années avant d'obtenir des résultats. Donc, c'est difficile de réunir un groupe de gens et dire pendant 1 année ou 2 ans, on va se prendre un contrat tous les vendredis soirs de 19h à 22h, on va être là, on va mener l'expérience. Ça, c'est difficile de mener ça. Mais ceux qui se sont astreints à une certaine discipline ont réussi à obtenir des résultats. Et ces résultats-là montrent bien que les fameuses séances de spiritisme du 19e siècle ou du 20e siècle, si certaines d'entre elles étaient certainement fausses, dénoncées d'ailleurs par le magicien Harry Houdini, si certaines étaient fausses,
il semble bien que plusieurs d'entre elles aient produit des effets, coups dans la table, mouvement de la table, qui n'avaient rien à voir avec le charlatanisme et qui n'avaient peut-être rien à voir non plus avec le monde des esprits. C'était peut-être la dynamique des gens autour de la table qui anticipaient la volonté de produire un effet. L'effet se produisait. Le milieu de la recherche en parapsychologie, il est fascinant. Tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce que l'on sait maintenant, et avec ça, quand on connaît avec les sciences cognitives, on apprend de plus en plus à connaître notre perception et de la façon dont nous recréons la réalité dans notre imaginaire. Quand on combine tout ça ensemble, on se rend compte que les êtres humains sont des créatures tout à fait extraordinaires et qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est capable d'imaginer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire. Sur notre potentiel en soi. Et ça, malheureusement, c'est mis un peu de côté. On a parlé, par exemple, je pourrais longuement parler des phénomènes de poltergeist, mais bon, on pourrait passer 3 jours à parler de ça. Mais les phénomènes de poltergeist demeurent, à mon avis, parmi les phénomènes les mieux documentés de l'histoire de la parapsychologie parce que ce sont des phénomènes qui sont récurrents, alors que des phénomènes de hantise ne le sont pas. Hein. Encore une fois, pour les gens qui nous regardent, la différence entre un poltergeist et un phénomène de hantise, même si le poltergeist, si on le traduit, c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur ou esprit bruyant. Ça veut même pas dire qu'il y a un esprit, le mot est peut-être pas bien placé pour ça, mais la différence entre la hantise et le poltergeist, c'est que dans la hantise, on parle plutôt d'un lieu où des manifestations vont se produire sur une longue période de temps. Souvent, c'est accompagné de manifestations, même d'apparitions, où des gens pourront reconnaître dans ces manifestations d'anciens locataires des lieux. Ça, c'est un phénomène classique de hantise. À savoir si c'est vrai ou non, puis il y a d'autres explications, là, c'est un autre débat, mais c'est comme ça qu'on caractérise le phénomène de la hantise. Le phénomène de poltergeist, ce sont des manifestations qui se produisent, généralement destructives ou bruyantes, des potiches qu'on envoie dans le mur, des cendriers qu'on pitche en bas des tables, et des coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent. Ce sont des phénomènes bruyants, des phénomènes souvent destructifs, et qui sont très spontanés. Ils apparaissent, ils commencent soudainement mardi après-midi, sans raison apparente, bang, ça commence. Ça va perdurer pendant quelques semaines, quelques mois. Il y a de rares cas où ça a perduré pendant des années, mais c'est généralement assez court en laps de temps, et après, ça s'arrête. On ne sait pas comment, pourquoi ça a commencé, on ne sait pas pourquoi que ça s'arrête. Mais comme ce sont des phénomènes qui sont récurrents, on a pu dans bien des cas les documenter, parce que des phénomènes se produisaient 3, 4, 5 fois par jour. Donc, il suffit de placer des caméras, placer des observateurs et on va être témoin de ces manifestations. Et il y a des cas dans la littérature sur la parapsychologie qui rapportent ces événements-là, qui ont été bien documentés, ça a été fait dans des conditions rigoureuses, où là aussi, la fraude est à peu près exclue. Mais on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est produit. Ce que l'on sait maintenant, à peu près les seules choses qu'on a appris des phénomènes de poltergeist, c'est qu'il y a généralement un agent au milieu de la manifestation. Quand je dis agent, ça ne veut pas dire quelqu'un qui trouve la manifestation, non. Mais comme s'il était un peu une pile qui alimente la manifestation. On a beaucoup parlé dans les années 50-60, c'était ce qu'on appelait la théorie de la méchante petite fille. On imaginait toujours que c'était un enfant, principalement une petite fille qui était au sein de la manifestation. Les recherches statistiques montrent que ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que mais on est toujours dans le cadre de personnes qui ont des troubles émotifs. L'agent du poltergeist, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent ou adolescente, que ce soit un adulte, c'est toujours des gens qui ont des problèmes émotifs. Et soudainement, c'est comme si la matière autour d'eux se mettait en résonance avec leurs sentiments. Donc, au lieu de « je suis en colère », au lieu de donner un coup de poing sur la table, il y a un coup qui résonne dans le mur. Donc, c'est assez étrange. On ne connaît pas la mécanique. On sait que les phénomènes se produisent. Dans plusieurs cas, on peut à peu près éliminer la fraude. Maintenant, si quelqu'un à cette table, à ce micro-là, devait dire « on sait comment que ça marche », ce type-là est en train de te raconter des bavards. Il te raconte des bavards, on ne sait pas. Puis ça, c'est le point central qui fait qu'on est assis ensemble aujourd'hui à en parler. Le phénomène est là. Il y a des documentations, de la documentation en masse là-dessus. Mais j'allais dire, oui, et les gens ne sont pas intéressés. Ah ben non, parce que les sceptiques vont être intéressés si ça fait leur affaire d'essayer de discréditer. Les gens, je te dirais, dans l'univers de la parapsychologie, là, je te parle, je t'ai dit tantôt en début de présentation, j'étais un type un peu aigri. Là. Moi, ce que je vois dans cet univers-là, c'est qu'il y a une espèce de groupe élitiste qui s'intéresse, puis élitiste, pas dans un sens péjoratif, mais vraiment une élite de gens qui ont des formations académiques qui s'intéressent
très, très activement ces sujets-là. J'en connais, j'ai des amis à moi qui font ça, qui font un travail remarquable. Ils produisent de la documentation, ils publient dans des périodiques de recherche scientifique et tout ça. Mais il faut s'entendre, les périodiques de recherche scientifique sur le paranormal ne sont pas toujours reconnus par l'élite, la communauté scientifique, hein, parce que souvent, un article sur une histoire de fantôme, t'as peu de chances que ça va être publié dans Nature. Donc, on doit se développer une espèce de presse élitiste un peu parallèle pour publier ces articles-là. Mais néanmoins, ces gens-là font un travail remarquable. Mais les gens veulent pas entendre parler de ces recherches-là parce que c'est souvent compliqué, puis c'est souvent très ténu comme manifestation. Hein? Mon histoire de chiffre 7 qui sort 2 fois ou 3 fois sur 10, les gens n'ont rien à cirer, c'est pas ça qu'ils veulent. Les gens veulent des trucs plus fantastiques, ma boule de cristal, le Jojo Savard, les cartes, le tarot, c'est ça qu'on veut. Donc, ce qui se fait, je te dirais que dans l'univers du paranormal, t'as comme 2 niveaux. T'as la cour d'école et t'as l'université. Les gens veulent être dans la cour d'école. Les gens veulent pas aller dans l'université. Donc, dans la cour d'école, on a toutes sortes d'histoires. Ma tante Irma, la voyante à Trois-Rivières, qui, pour 20 $ va te raconter son histoire. Puis bon, j'ai des fantômes chez moi, puis j'ai fait venir un groupe de chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes, je te le dis, là, je ne peux pas être plus précis que ça. Les chasseurs de fantômes, c'est de l'escroquerie avec un gros E majuscule surligné en noir, en gras. Mettez de la lumière autour et des néons. C'est de la foutaise, ça, là. Et voilà. C'est de la foutaise. Il n'y a pas... Aller plus loin que ça, là, je risquerais de dire des gros mots, là. Chasseur de fantômes, c'est bon à la TV, vous regardez ça, c'est divertissant, c'est de la merde. Voyons pas perdre des mots. C'est ça, c'est de la merde. Donc, mais c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent ça. Les gens veulent des émissions de chasseurs de fantômes. Et les gens, d'ailleurs, rien que pour le souligner, hein, avant qu'on ait de ces fameuses télé-réalités de chasseurs de fantômes, il n'y avait au Québec aucun groupe de chasseurs de fantômes. 0. Il n'y en avait pas. Il y avait quelques individus, je pense à moi, je pense à Mireille Thibault du côté de Québec, je pense à Louis Bélanger, qui était mon mentor, professeur de parapsychologie à l'Université de Montréal. Ces gens-là s'intéressaient à ces phénomènes-là. Donc, si on entendait parler d'une maison hantée, on y allait, on rencontrait les gens, on essayait de voir ce qui se produisait. Ou le poltergeist qui vous avez été poussé complètement. Oui, c'est ça. Le poltergeist, ça c'est la maison de Beauport. Mm-hmm. Donc, on se déplaçait puis on allait enquêter là-dessus. Mais les chasseurs de fantômes n'existaient pas. Il n'y avait pas de groupe de chasseurs de fantômes. Et soudainement, arrivent les télé-réalités du côté des États-Unis. Hein? Ghostbuster, Ghost Hunter, Ghost C, Ghost C. Puis là, ces gens-là, avec le petit kit, le K2, puis le lumière, puis on filme dans l'obscurité, puis on se fait des peurs au moindre craquement. Les gens ont vu ça. Des gens qui, de façon tout à fait honnête, hein, les gens voient ça puis disent hey, moi, ça m'intéresse, moi, je m'intéresse aux fantômes, mais j'ai envie de faire ça. Puis je peux les comprendre, c'est vivre le frisson du surnaturel. Wow, on va sur des sites Internet, on s'achète un kit, hein, ça se vend quasiment par kit. Tu as le kit à 20 $, le kit à 200, puis le kit à 2000, puis là, tu achètes toutes tes patentes, puis là, tu t'en vas faire de la chasse aux fantômes. Tu sais pas comment que ça marche, ces appareils-là. Tu n'as aucune idée des spectres de ces appareils-là. Quand je dis spectre, c'est les détails techniques pour les fantômes, les spectres de ces machines-là. Mais c'est pas grave. D'abord que ça fait du bruit, d'abord qu'il y a des petites lumières qui s'allument, c'est correct, puis je fais ça, puis ça apporte absolument aucune information. C'est pas comme ça que ça... Mais c'est ça que les gens veulent. C'est ça que les gens veulent voir. Moi, j'ai essayé de présenter à des réseaux de télé, pour les nommer, là, Canal D, Historia, des émissions où on suivrait des équipes de recherche en parapsychologie qui font de la recherche sur... Ça les intéresse pas. Raconte-nous, Christian, une bonne histoire de chasseur de fantômes, un médium, machin, un exorciste. Ça marche. Mais on n'a pas envie de suivre un groupe d'élite qui font de la recherche en parapsychologie dans un laboratoire. Ça, c'est plat. Mais non, c'est financièrement. Et c'est exactement ça. Et le public, il est réceptif à ça. Le public, il est réceptif à ça. Moi, je le vois. C'est ça que les gens veulent. Les gens, moi, combien de fois je fais des trucs, puis les gens me disent, oui, mais avez-vous une bonne histoire de paranormal pour laquelle on n'a pas d'explication? Non, j'ai pas à faire ça, j'ai pas à faire un clivage. Moi, le paranormal, je fais pas un clivage puis un décantage. Ça, c'est une bonne histoire, ça, c'est pas une bonne histoire. Pour moi, ils sont tous pareils. Ce sont toutes des histoires et c'est à moi, comme enquêteur, de dire celle-là, elle est valable, celle-là, elle l'est pas, celle-là, elle l'est moins. Mais je ferai pas un décantage pour entretenir ta croyance du surnaturel. Et à partir de encore une fois, cette pensée critique-là, les gens,
c'est quoi l'intention derrière? Pourquoi ce canal de télé-là présente telle chose? Qu'est-ce qu'il y a à les tirer? Pourquoi c'est sûr et certain que si tu fais partie des sceptiques du Québec, ben, t'as pas avantage à les nommer la fois où les 48, les 300, les 2000 souris, ben non, tu vas me parler de la foi où c'est comme n'importe quel, quand il y a des élections, là, hein, les chiffres, ils font-tu dire n'importe quoi? Ça veut rien dire. Ce que tu mentionnes, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans ce milieu-là, autant les sceptiques que les croyants, il y a un très, très faible pourcentage de ces gens-là qui connaissent le sujet sur lequel ils s'expriment. Donc, vous avez eu un accrochage là-dessus avec un sceptique du Québec il y a quelques années. Les gens dans le domaine du paranormal, même s'ils se présentent souvent comme des gens qui, moi je m'intéresse, je suis un spécialiste. Parce que le domaine du paranormal, précisons-le tout de suite, ce n'est pas un milieu académique. Tu ne sors pas de l'université avec ton diplôme en paranormal, ça n'existe pas ça. Donc les gens, on devient le spécialiste que l'on veut. Donc il suffit, je vais être un peu grossier, là, mais il suffit d'avoir lu 3 livres, ces ovnis, puis tu te fais imprimer des cartes, puis tu es un ufologue expert, puis tu fais chier le monde avec ta carte, puis tu as lu 3 livres. Là, mais tu es devenu un expert, tu as lu 3 livres. Puis c'est vrai également dans le milieu des sceptiques. Ces gens-là se forment en association, ils se réunissent, puis ils s'entretiennent. Ils entretiennent leur croyance ou leur non-croyance, peu importe. Et ces gens-là se croient des experts. Mais on serait surpris de voir dans le milieu du paranormal le nombre de gens qui ont réellement fait des démarches, qui ont lu, qui lisent les périodiques scientifiques, qui assistent à des réunions, qui regardent ce qui se fait sur le terrain, c'est moins de 1%. Et du côté des sceptiques, c'est exactement la même chose. Ces gens-là lisent des périodiques qui sont sceptiques, lisent des livres sceptiques, lisent pas des livres des autres, et ils s'entretiennent entre eux, puis là, quelqu'un lui dit, telle histoire d'OVNI, c'était de la foutaise, ils vont le répéter, puis ils considèrent que de la foutaise, ils ne sont jamais donné la peine de vérifier si c'était vrai. Et malheureusement, exactement, c'est la même chose, du côté des sceptiques, moins de 1% d'entre eux connaissent le sujet. Et ça, c'est un peu aberrant, parce que moi, j'ai rencontré des gens, autant du côté des croyants que des sceptiques, et j'étais atterré par leur méconnaissance du sujet qu'ils défendaient. Tu sais, les sceptiques racontaient des trucs. Ce que tu me dis là, c'est absolument une absurdité. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu me racontes là. Tu as dû lire ça quelque part, quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a décidé que c'était ça la vérité, puis toi, tu l'as gobé, tu as avalé cette couleuvre-là. Et c'est vrai du côté des croyants. Des gens me racontent des histoires d'ovnis ou des histoires de fantômes que je sais pertinemment être fausses, mais ils les racontent puis ils sont presque prêts à se faire des harakiri sur la place publique pour défendre leur croyance. Et ça, c'est un peu triste. Je tiens quand même à préciser que j'ai eu une chance qui est assez incroyable parce que, tu sais, comme je t'expliquais en début d'entrevue, moi, j'étais un peu une éponge, je croyais à tout ça. Mais il y a quand même eu des événements dans ma vie qui m'ont amené à prendre une autre tangente. D'ailleurs, le premier élément qui est pour moi un élément très marquant, c'est ma rencontre avec Louis Bélanger. On est au début des années 80. La parapsychologie fait un peu son entrée à l'université par la grande porte. Bélanger, qui est un professeur qui avait une formation en sociologie, qui est allé étudier la parapsychologie à l'université de Freiburg, en Allemagne. La parapsychologie n'étant pas une discipline académique, mais plutôt une discipline alternative à la psychologie, d'où le nom de parapsychologie. Donc, il était là à Freiburg, il avait une formation, et là, il a produit un documentaire. Les gens peut-être vont se rappeler de ça, mais dans les années 70, début des années 80, on présentait des documentaires dans des salles, parfois des salles de cinéma ou des salles universitaires, ou des grandes salles de réunion. On appelait ça les grands explorateurs. Donc, l'explorateur qui avait été, par exemple, au Chili, venait nous présenter un documentaire de 2 heures sur le Chili. Il nous parlait de ses expériences au Chili. Louis Bélanger a produit un documentaire qui s'appelait « Psy au-delà de l'occultisme ». Et il a écrit éventuellement un livre sur le sujet. Et son travail était tellement bien fait qu'il a réussi à convaincre l'administration de l'Université de Montréal de parler de parapsychologie à l'université. Oh, c'était quand même assez audacieux. Et on a accepté, son cours, il a été accepté, et il l'a présenté dans le cadre des sciences religieuses. Comme je l'ai mentionné, le paranormal et le religieux flirtent souvent ensemble. Et dans le milieu des sciences, au niveau départemental, d'enseignement religieux, on avait introduit ce cours Initiation à la parapsychologie où on parlait notamment de miracles, de phénomènes qui étaient souvent associés au paranormal. Aujourd'hui, je crois à peu près qu'à l'Université de Trois-Rivières,
Mon bon ami Régis Solery fait un excellent cours d'initiation à la parapsychologie où il explique, il n'est pas là pour convaincre les gens que les fantômes existent puis qu'il y a une vie après la mort. Il est là pour expliquer un peu quel est l'historique de ça et quelles sont les connaissances scientifiques que l'on a et quelles sont les tangentes. Mais très, très peu de gens font ce genre de recherche. Les gens veulent on veut du McDonald's. On a le restaurant d'à côté qui est un restaurant de luxe, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut le fast-food du paranormal et les sceptiques comme les croyants s'alimentent trop malheureusement souvent au restaurant du fast-food. Donc, le syndrome des 3T, tout de suite tabarne. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, ma rencontre avec Louis Bélanger, ça a été un élément marquant. Ça a comme transformé ma vision que j'avais du paranormal. Et ensuite, lorsque les télévisions spécialisées sont arrivées, Canal D en 95 et 2000 pour les autres chaînes de télé, pour des raisons économiques, pour avoir droit à des leviers financiers, ces réseaux de télévision-là devaient produire du matériel du Québec. Donc, Canal D devait produire des documentaires paranormaux au Québec. S'ils voulaient présenter quelque chose de paranormal, on ne pouvait pas toujours se tourner vers les acquisitions américaines ou britanniques. Donc, il fallait en faire. Or, quand ces réseaux-là ont commencé à avoir leurs assises, ils se sont dit, faudrait faire une émission sur les fantômes, il faudrait faire une émission sur les ovnis. On va appeler Christian. À qui on demande? Et il n'y a qu'un seul journaliste au Québec qui s'était spécialisé là-dedans, et c'est moi. Et donc, voilà. Ça a suscité énormément de jalousie. Puis je le sens encore aujourd'hui. Hein. Tous les ufologues ou tous les chasseurs de fantômes du Québec auraient tous voulu être dans les bottines de Christian Page. Mais bon, ça s'est pas produit comme ça. Et ça m'a amené à avoir une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire que comme on est dans le cadre d'un documentaire, qu'on fait une émission sur les fantômes ou les ovnis, on se retrouve dans les coulisses, donc on entend des choses qu'on n'entendrait pas sur la place publique. Ça m'a permis à moi de rencontrer des gens qui étaient en position d'autorité et d'aller dans des lieux que les gens n'ont généralement pas accès. Et quand on découvre cette arrière-scène du paranormal, ça nous amène à une autre vision. Et moi, quand je parle de ces sujets-là, je veux dire, quoi qu'en disent les amateurs de paranormal au Québec, ils peuvent parler de la maison d'Amityville, ils peuvent parler du manoir hanté, de machin truc. Moi, j'y étais. J'ai dormi dans la maison d'Amityville. Je suis allé au château de Gilles de Rais. J'ai dormi dans le château de Erzébeth Báthory. J'ai été sur ces lieux-là. J'ai eu accès à ces documents-là. Ils ont beau nous parler de « oui, il y a eu tel truc ». Moi, j'ai eu accès aux documents d'archives. Et donc, ma connaissance, c'est pas une simple connaissance livresque. J'ai pas lu ça d'un livre ou j'ai pas lu ça sur Internet. J'y suis allé. J'ai rencontré les témoins, j'ai rencontré les policiers qui ont été impliqués dans cette histoire-là. J'ai eu accès aux documents d'archives qui ont été colligés. Donc, ma connaissance, elle est une connaissance empirique de ces sujets-là. Et ça, bien évidemment, ça déplaît à beaucoup de gens, même si parfois je me sens obligé de les ramener à l'ordre en disant « non, pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est ce que tu as lu dans le livre, ce que tu as vu à la TV, là, dans une émission de chasseurs de fantômes. La réalité, c'est pas ça. » Et donc, et ça, bien évidemment, les gens n'aiment pas toujours ça, se faire ramener à l'ordre. Fait que moi, je me dis, est-ce que je suis mieux de laisser couler? Mais je suis tellement soucieux de la vérité que ça m'agace toujours un peu quand je vois sur des sites. Puis des fois, je le fais pas méchamment, mais tu sais, je vais sur un site puis je vois un truc, on dit Erzébeth Báthory tuait des femmes, elles se baignaient dans leur sang pour. On a tous connu cette histoire-là. C'est pas vrai. Ça s'est jamais produit. Fait que je me sens un peu obligé de dire les bains de sang d'Erzébeth Báthory, là, ça, c'est pas vrai. C'est une invention qui est apparue au 19e siècle. Là, le procès, c'est pas ça. Elle n'a pas tué 650 personnes. Elle en a tué peut-être 50. Bon, c'est déjà pas mal, 50, mais entre 50 de plus que moi. 50, c'est quand même moins que 600. Là. On aime le superlatif. Puis l'histoire des bains de sang, c'est une invention. Ça. C'est une simple femme qui est un peu vindicative. Probablement qu'elle avait des troubles de comportement. Un peu. Hein. Mais tu sais, c'est des trucs un peu comme ça. Tu sais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, tu sais, donc, il y a comme des éléments. Puis là, bien évidemment, les gens sont... Puis des fois, je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai pas envie qu'ils développent un sentiment d'agression. Tu sais, je remets pas en question... Non, mais il y a une différence entre nommer des faits de manière... Mais ce que tu dis, ça, c'est très intéressant. On pourrait faire toute une série là-dessus. Je suis partante. Dans l'univers du paranormal, les gens se définissent par ce qu'ils font. Et ça, c'est quand même particulier. Tu sais, si tu vas sur un terrain de golf, par exemple, tu rencontres deux dentistes qui sont en train de jouer au golf, puis tu leur demandes, mais vous, là, messieurs, vous faites quoi dans la vie? Ils ne te diront pas que ce sont des joueurs de golf. Ils vont dire, nous, on est des dentistes, puis aujourd'hui, c'est samedi après-midi, puis on joue au golf. Mais on est des dentistes. Dans le milieu du paranormal, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le milieu du paranormal, comme c'est un milieu qui est non académique,
Souvent, des gens ont un besoin de regroupement, un besoin de partager leurs croyances avec d'autres personnes. Ils se forment en association. L'association des sceptiques, l'association chasseurs de fantômes, l'association d'ovnis. Et ces gens-là sont motivés par leurs croyances. Et ce qui va se produire, ils deviennent quelqu'un au sein de leur association. Donc, Monique, qui est une secrétaire dans une entreprise importante, mais que personne ne voit, qui est beige, qui est un numéro, c'est l'employé 222, elle est rien. Mais le week-end, elle devient la directrice des investigations de l'Association de recherche internationale sur les ovnis, même si c'est 3 personnes avec des bottes de caoutchouc à Quaticook, c'est pas grave. Elle devient quelqu'un à travers ça. Et si à un moment donné, la dite Monique dit quelque chose, et tu la reprends, tu dis oui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu viens d'attaquer ça. C'est pas le sujet. Elle ne voit pas que tu critiques le sujet. Elle voit que tu la critiques, elle. Et ce n'est plus une critique, ça devient une agression. Elle est agressée dans ce qu'elle est. Et évidemment, avec cette vision-là, exacerbée par les médias sociaux, tu te retrouves au centre d'un véritable procès sur les médias sociaux. Je vais juste prendre ça, puis je vais faire un copier-coller dans la vie normale, pas le paranormal, dans la vie normale. Moi, je peux te confirmer que ça fait maintenant presque 12 ans que je dis, je m'appelle Josiane, je suis une maman, parce que c'est la première chose que je dis, parce que je me définis un peu, parce que c'est tellement important pour moi, ce rôle-là, c'est quelqu'un qui va me faire un commentaire là-dessus va venir... je vais réagir de la même manière. Puis je pense qu'à n'importe qui... Mais ça dépend. Est-ce qu'on critique le fait que tu sois maman? Non. On critique quelque chose que tu fais comme maman. Par Exactement. Exemple, comme tu dis, par exemple, moi, je suis une maman et je dis n'importe quelle bêtise. Que, par exemple, faire boire du jus de pomme à mes enfants, c'est mieux pour la santé le matin entre 8h et 10h. Mais là, si moi je t'arrive, je te dis, le matin, l'insuline va faire ça. Il y a des rapports médicaux qui montrent que tu boives ton jus de pomme le matin ou que tu le boives à midi ou que tu le boives à 16h, ça ne changera strictement rien. Il n'y a aucun bienfait ou aucun effet néfaste en fonction de l'heure que tu bois ton jus de pomme. Je ne critique pas le fait que tu sois une maman. Je critique l'affirmation que tu fais dans cet univers-là. Et c'est là, dans le domaine du paranormal, quand tu critiques des gens, ces gens-là ont l'impression que c'est eux qui t'attaquent. Mais moi, je n'attaque pas les gens. J'en ai rien à cirer, moi, de Monique qui travaille comme secrétaire, puis ce qu'elle fait dans la vie. Puis ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle me dit des bêtises, je dois te dire, mais ça, c'est une bêtise, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Et j'en entends. Et quand je le fais, évidemment, je me retrouve l'objet de critiques sur les médias sociaux. C'est rapide, ça, pour te faire des procès civils sur la place publique. Fait que je deviens un peu la personnage diabolisé. Moi, c'est drôle parce que des gens... je suis conscient, on peut pas plaire à tout le monde, hein, mais ce qui m'étonne tout le temps, c'est de lire parfois des critiques de gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui font des commentaires tout à fait orduriers à mon sujet, alors qu'ils n'ont aucun argument. Moi, l'argument, c'est... J'ai absolument... Si je te dis, par exemple, je ne crois pas, par exemple, qu'on est visité par des extraterrestres. Je fais cette affirmation-là. Je ne crois pas qu'on est visité par des extraterrestres. Je n'ai absolument aucun problème à discuter avec des gens qui croient l'inverse. Mais il faut que ces gens-là m'apportent un argumentaire. Et un argument, c'est pas « t'es con, c'est de la merde, c'est une mouton ». Christian Apart, j'ai été un mangeur de marde. Oui, mais ça, c'est pas un argument, ça, là. Si moi, je te dis, je ne crois pas qu'on est visité par des extraterrestres, toi, tu crois l'inverse, amène-moi un argument. Et on va s'asseoir ensemble, on va échanger, débattre. Puis, ça me dérangera pas de me ranger à ton argument si tu as raison. Si tu as raison, je vais accepter ça. Ouais. Mais on vit dans une société qui... regarde un débat politique, là. C'est tellement facile d'aller dire moi cette idée-là puis ce parti-là puis eux autres il est pas fiable puis lui c'est un complémentaire puis lui on commence là avec une nouvelle ère où on défend une idée. Je repense encore justement au Parti québécois là,
Puis ça, j'ai fait, OK, on est ailleurs. Viens me présenter ton idée, ton argument et m'expliquer pourquoi pour toi ça fait sens. Mais pourquoi les autres en font pas. Ouais, les médias sociaux, c'est une drôle de mécanique. Ça a démocratisé les échanges, mais en même temps, ça a donné une impression que toutes les opinions se valent. Puis toutes les opinions ne se valent pas, c'est pas vrai. L'opinion de du commis dans le dépanneur qui parle du cancer, ben, c'est une opinion qui est certainement moins valable que mon oncologue. Là, tu comprends-tu, l'opinion de mon oncologue est probablement meilleure que celle du gars dans le dépanneur. Mais les médias sociaux donnent l'impression que toutes les opinions se valent et que tout le monde a le droit de donner son opinion. Ben là, je suis pas convaincu de ça. Là, puis là, c'est une opinion. Non, il y a une différence entre une opinion qui est appuyée sur de la recherche, de la science, puis une opinion qui est appuyée sur « je me suis levé à matin puis j'ai regardé ça dans mon urine ». Puis une opinion puis un argument, c'est pas la même chose. Non. Puis ça, souvent, c'est un peu difficile de ça, parce que tu regardes des gens, aujourd'hui, on a une espèce de communauté, peut-être parce que je suis trop vieux, faut voir seulement, mais des fois, je regarde des gens, des échanges qui se font, puis quelqu'un dit je te donne l'exemple qui touche un peu l'univers dans lequel je suis, par exemple, on dit, les pyramides d'Égypte, c'est des tombeaux. Hein, c'est les tombeaux des pharaons. Puis là, tu as de l'autre côté des gens, non, les pyramides, c'est pas ça, c'est des centres énergétiques. Non, c'est pas ça, là. Tu sais, telle personne, les archéologues, c'est une opinion. Non. Il y a une différence entre ton opinion et la leur. Ton opinion, elle est basée sur strictement rien. Tu t'es levé un matin, tu as allumé la télévision, tu t'es dit, hey, moi, là, j'y crois aux pyramides qui est des centrales d'énergie, je crois ça. Ça, c'est ton opinion basée sur zéro. Alors que eux, leur opinion, que c'est des tombeaux, elle est basée sur 300 ans de recherche en archéologie et des milliers d'heures sur le terrain à décanter, à creuser, à déchiffrer des hiéroglyphes. C'est pas pareil, tu comprends-tu? C'est vrai que c'est deux opinions, mais une est une opinion appuyée, l'autre est une opinion qui est appuyée sur rien. Et ça, c'est un gros problème. Comme moi, par exemple, quand je fais de moins en moins de réunions, de participation à des émissions comme celle-là, où il y a des débats. Et pourquoi? Pas parce que je veux avoir monopolisé tout le sujet, mais à un moment donné, quand tu réunis autour d'une table, je vais te donner l'exemple assez simple, les gens vont bien comprendre. Tu réunis autour d'une table un astrologue et un astronome. Et l'un dit, la planète Vénus nous influence dans notre 4e décan. Puis l'autre, l'astronome en avant, qui dit, c'est de la foutaise, ça. Vénus n'a aucune influence sur si on me teindre les cheveux en blond ou teindre les cheveux en noir. Ça n'a pas d'influence, là. Et pour les personnes qui sont devant leur écran, pour eux, ils ont l'impression que les deux personnes qui sont autour de la table sont égales. Que c'est simplement des gens qui n'ont pas la même opinion, que l'astrologue est aussi compétent que l'astronome, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas la même opinion. Non. L'astronome, c'est 6 ans à l'université et des heures à observer le ciel. Et l'astrologue, c'est 2 livres de Jojo Savard puis ses cartes du ciel. On n'est pas dans le même univers, là. Mais pour les gens qui sont derrière le téléviseur, qui voient ça, ils ont l'impression que c'est des gens qui sont à compétences égales. Et ça, c'est désastreux. C'est pourquoi, moi, quand on m'invite aujourd'hui à des émissions, puis on me dit, il va y avoir d'autres invités, je veux savoir qui sont les invités. Je n'ai pas envie, moi, Christian Page, 45 ans de recherche et d'investigation dans le milieu du paranormal, avoir à débattre avec un croyant ou un sceptique ou de qui a lu 2 livres, ses théorie du complot. A lu un livre sur le sceptique. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça. Puis j'ai pas envie que les gens à la maison qui regardent ces émissions-là aient l'impression qu'on est tous des gens sur le même piédestal. Non. Moi, je veux bien discuter avec quelqu'un qui partage pas forcément mes opinions, mais quelqu'un qui a du répondant. Hein? Bon, et ça, c'est très important. Malheureusement, la télévision a une façon de faire une espèce de nivelage par le bas, et on voit plein de gens comme ça. Moi, on m'a invité dans des émissions, je me dis, oui, mais qui va avoir là? Il va avoir un thème. C'est qui ça? Ah, mais lui, il a lu 2 livres, ses ovnis. M'intéresse pas. J'ai pas envie de débattre avec cette personne. Là, c'est un sceptique, un membre des sceptiques du Québec. OK? Mais moi, je peux être membre des sceptiques dans 20 minutes. Des sceptiques du Québec, c'est quoi, lui, là?
je sais pas moi, mais il est professeur à l'université en littérature. On n'a rien à cirer qu'il soit professeur en littérature et membre des Sceptiques. Tu me parles des ovnis. Tu sais, tant qu'à y être, on va faire venir Céline Dion pour parler des trous noirs de l'espace. Tu sais, c'est quoi cet argumentaire-là? C'est un argumentaire ridicule. Donc, faut en tout cas, je fais attention à ça. Puis, bien, évidemment, les médias sociaux, c'est épouvantable. C'est tout ce qu'on véhicule là-dessus. Écoute, le phénomène de l'infobésité. Ouais. Il y a tellement... Puis, dans les médias sociaux aussi, c'est une espèce de façon... Ben, je sais pas, encore une fois, moi, j'ai grandi dans ma vie personnelle. Quand j'étais enfant, puis comme la plupart des jeunes de mon âge, on a grandi dans les années 60, on nous inculquait. Il y avait des valeurs morales importantes. Tu sais, l'honnêteté, la franchise, l'humanisme. Bon, il y avait plein. On dirait que tout ça a un peu disparu. Moi, là, même si je considère que telle ou telle personnalité, là, je te donne un exemple. Je déteste Céline Dion. Honnêtement, là, moi, Céline Dion, je suis pas capable. Jamais il me viendrait à l'esprit d'aller écrire à Céline Dion qu'elle chante mal. Tu comprends-tu? C'est comme pas possible, là. Puis tu peux tellement ne pas aimer sa musique, mais ouais, dans les faits, elle est quand même la fille de Thérèse. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est ça. Moi, mon goût, moi, j'aime pas Céline Dion, vraiment. Mais j'irai pas. Tu sais, quand j'allume la télé, moi, j'allume la télé, puis là, je vois, mettons, un animateur que j'aime moins, là. Bon, ben, je dis, j'irai pas derrière mon ordinateur puis commencer à envoyer un chariot de bêtises, une volée de bois vert à ce gars-là parce qu'il est à la télé. Je change de poste. Il y a comme des trucs que j'arrive pas à comprendre. Ce sont des valeurs qui ne m'appartiennent pas. Tu sais, la politesse, elle existe. Moi, si demain matin, je rencontrais Céline Dion, qui n'est pas mon artiste favori, je n'aurais que des commentaires dithyrambiques pour elle. Je n'irais pas jusqu'à dire « j'aime ta musique », mais je dirais « wow, vous avez fait une carrière tout à fait extraordinaire, puis vous êtes partout, puis vous avez atteint les grands. » Il y a comme, à un moment donné, j'arrive pas à... Les gens, est-ce que les gens ont tellement... Du savoir-être. Ouais. Est-ce que les gens ont tellement peu de vie que c'est devenu un... Puis là, j'essaie d'imaginer, c'est quoi, t'es content? Tu dis à tes chums, « Hey, j'ai envoyé chier Pierre Bruno hier. Il a dit une affaire des nouvelles, là, j'aimais pas ça, j'ai envoyé chier. » J'aime l'imitation. Wow, ça te met vraiment sur une coche au-dessus, là. Hey, t'as envoyé promener Pierre Bruno parce que t'as pas aimé l'information que t'as véhiculée au bulletin de TVA. Ben, écoute, c'est fantastique. J'arrive pas à... Ça, c'est des trucs qui m'échappent complètement. Ce genre d'échange. Moi, des gens m'écrivent, m'insultent, ils me connaissent pas, moi, je l'ai jamais rencontré. Ils me parlent, pareil, comme si on avait très vaches ensemble. Ben voilà, écoute... je sais pas, j'ai comme l'impression d'être de plus en plus déconnecté de cet univers-là du média vite, le fast-food médiatique et les médias sociaux. C'est un peu triste. C'est qu'à la base, c'est la passion derrière tout ça de présenter des faits qui vous a amené vers cette carrière-là. Et maintenant, on vous bloque cet accès-là à livrer de la vérité. Puis j'ai dans mes amis proches, des gens avec lesquels j'ai des échanges excessivement constructifs, mais pour lesquels on ne partage pas la même opinion. Moi, j'ai des gens proches de moi qui croient qu'on est visité par des extraterrestres. Des bons amis à moi, ils croient ça. Puis quand on échange, des fois, c'est des échanges musclés, mais ça se fait toujours dans le respect. Le respect, tu sais, mon échange. Puis c'est la même chose, j'ai un bon ami à moi qui, lui, croit aux fantômes. Bon, moi, je crois pas. Je crois au poltergeist, mais je crois pas que les fantômes reviennent. Lui, il croit, en fait, je crois aux fantômes, mais pas comme étant des entités extérieures à nous. Je crois que les fantômes, c'est plutôt des projections que nous provoquons nous-mêmes. Mais quand je me retrouve avec ces gens-là, puis on a des échanges, cet argumentaire-là, il est souvent mis sur la table et lui me propose des histoires où on a l'impression que le phénomène est exotique, que c'est un phénomène qui est, je dis exotique, mais je devrais dire exogène, donc qui est en dehors de nous, alors que moi, je crois plutôt que c'est un phénomène que nous provoquons. Mais ces échanges se font dans le respect, la construction. Je tiens compte de ce qu'il me dit. Il y a des trucs qu'il me dit qui sont vachement intéressants, donc j'en tiens compte. Mais la seule façon d'avoir des échanges comme ceux-là, c'est dans le respect puis la bienveillance. On écoute les gens, ce qu'ils racontent. Mais on dirait qu'on... La bienveillance, ça, c'est comme un mot qu'on a effacé. Là. On a gommé ça des dictionnaires. Bienveillance, ça n'existe plus, ça. Là. Et c'est tellement
un autre enjeu de ce que je voulais présenter en recevant comme ça aujourd'hui, c'est que il y a des gens bienveillants encore qui... C'est que, tu sais, quand je disais, il y a soit, d'une part, ceux peut-être trop naïfs qui vont gober n'importe quoi. T'as de l'autre côté des gens trop sceptiques qui, même devant l'évidence, vont encore demander une preuve de plus, puis une de plus, jusqu'à temps d'avoir ce qu'ils veulent. Mais dans le milieu de tout ça, là, moi, là, quand je vois des gens, aussitôt que quelqu'un veut faire une carrière, quelqu'un qui va être justement guérisseur avec l'énergie, on parlera peut-être pas de toutes les fois où les 48, les 300 souris, on va parler de cette autre fois-là. Et là, on va dire, mais cette personne-là, elle a une famille, elle a le droit de vouloir gagner sa vie dans une bienveillance sincère d'aider et de guérir des gens. Ouais, ça existe. Dans le milieu du paranormal, c'est assez particulier. Hein? Tu dis que gagner sa vie, ça aussi, c'est un peu un argument. Tu sais. On ne reproche jamais à un médecin de pratiquer la médecine et de gagner sa vie en pratiquant la médecine. Pire encore, Christian, il y a un documentaire qui est disponible, que je mettrai le lien s'il faut dans les commentaires, où on parle de la sanitarisation du social. Moi, je suis une passionnée aussi de tout ce qui est sociaux et on va dire à des gens que leur condition de santé est relative à certaines, mettons, au niveau de la sérotonine dans le sang. On n'a aucune idée de la donnée de base. Mm-hmm. C'est quoi? Combien il faut que j'aie de sérotonine ou de dopamine ou on n'a aucune idée de la valeur de base. On va me dire que c'est une carence ou que j'en ai trop ou que j'en ai pas. OK, mais tu m'as-tu pris une prise de sang? Comment tu peux savoir que ces neurotransmetteurs-là... Non, tu vas jaser et il y a, dans le documentaire, là, à caméra cachée, il y a quelqu'un qui va raconter au moins 200 psychiatres différents et il va raconter c'est le même script et il reçoit 200 diagnostics différents. Mm-hmm. Le fameux DSM, je sais que tu connais bien, c'est pas pour rien que... parce que j'ai l'exorcisme de ce qui m'a remonté là, de Anne-Lise, mais... C'est un vote à main levée. Oui. Mais c'est un peu... C'est de la foutaise, ça aussi, de la foutaise scientifique, parce que c'est subventionné. C'est ça, t'as souvent des éléments qui sont un peu flottants. Tu sais, comme par exemple, si tu un professionnel qui gagne sa vie en faisant ce qu'il fait. Là, je mentionne un médecin, mais ça peut être n'importe quoi, un architecte, il fait un travail. Il peut faire des cigarettes. Ouais, puis il gagne sa vie. Mais dans l'univers du paranormal, t'as un type, tu dis, lui, il s'intéresse, par exemple, aux fantômes. Puis là, d'un coup, les sceptiques disent, oui, mais il a écrit un livre. Comme si le fait qu'il avait écrit un livre, qu'il a fait de l'argent parce qu'il a écrit un livre, ça le discréditait. Mais c'est ça. Oui, mais là, l'architecte que tu lui as donné un salaire pour qu'il vienne refaire tes armoires de cuisine ou refaire la devanture de ta maison, est-ce que tu l'as discrédité parce que tu lui as donné un chèque? L'autre, le type qui écrit un ouvrage, ça se peut que l'ouvrage soit tout à fait pertinent. Là. Tu sais, moi-même, j'en ai écrit 12 livres, puis je pense que tous mes 12 livres étaient pertinents. Bon, si tu as envie de me discréditer en disant, oui, mais Christian Page, il a fait de l'argent parce qu'il a écrit des bouquins, puis OK, parfait. So what? C'est ça. Je dis, si ça pour toi, c'est l'argument pour me discréditer, ben là, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien. C'est un milieu qui est assez particulier. Ben, c'est un milieu qui est étiqueté à cause justement de... Si on recule dans l'histoire, là, c'est pas... Si toute l'histoire de l'humanité, on la mettait sur 24 heures, ça fait pas si longtemps que ça que l'Église est plus dans les jambes. Ouais. Mais tu sais, le paranormal, c'est comme... tous les gens ont le droit de gagner leur vie, mais dans le paranormal, il faudrait tout qu'on soit pauvres puis des itinérants. Parce que si on n'est pas pauvres et itinérants, ben là... On est des crosseurs. Oui, c'est ça, notre discours... Le gars qui est multimillionnaire parce qu'il est à la tête d'une compagnie qui fabrique des cigarettes. C'est prouvé, ça tue du monde. Lui, c'est pas un grosseur. Non. Mais la personne qui offre des soins énergétiques, la personne qui va offrir de l'accompagnement dans du développement personnel, la personne qui écrit un livre rempli de vérité. Si elle fait pas ton affaire, la vérité, tout le monde est des crosseurs. Oui, c'est ça. C'est un peu... Mais moi, tu vois, cet aspect-là de la croyance, ça m'intéresse pas beaucoup. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Moi, c'est comme journaliste, quand on me raconte une histoire paranormale, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Est-ce que je peux vérifier les faits? Quels sont ces faits-là?
et je m'arrête essentiellement aux faits. Quoi vérifier pour m'assurer que l'information est valide? Voilà. Donc, je m'arrête essentiellement aux faits. Maintenant, je te présente les faits. Les faits, c'est un peu comme un marteau que tu mets dans ta boîte à outils. Si tu te construis une maison demain, si tu as envie de prendre mon marteau pour construire ta maison, libre à toi. Mais si tu veux construire ta maison avec un tournevis puis une hache, libre à toi aussi. Tu n'es pas obligé de le prendre. Mais je t'ai donné un outil supplémentaire à mettre dans ta boîte à outils. Si tu ne veux pas l'utiliser, c'est ton choix. Donc, je me limite à ça. Puis là, les gens, tu sais, ils me font des procès d'intention. Moi, je peux croire ce que tu veux. Encore une fois, je ne serai jamais assez clair là-dessus. Si tu as envie de croire Bouddha, Mahomet, Raël, fais ce que tu veux. Mais ça n'empêchera pas qu'il y a des faits qui sont vérifiés et vérifiables. Et donc, ça, ces éléments-là, on peut quand même en tenir compte. Mais bon, les gens souvent sont tellement obnubilés par leurs croyances. Puis dans cet univers-là, c'est souvent, le discours flirte très souvent avec les théories du complot. Donc, tu es avec moi ou tu es contre moi. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu es contre moi, c'est parce que tu es avec l'autre. Puis avec l'autre, ça veut dire que tu es, encore une fois, tu donnes raison à mon bord. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, on s'en sort pas. Combat sans fin. Moi, je veux dire, les gens me reprochent, t'es dans les... T'sais, quand les gens aiment pas mon discours, l'argument, c'est pas de dire j'ai un contre-argument à ce qui est avancé, c'est de me diaboliser en disant Christian Page, il est payé par TVA, il est payé par le 98.5 FM, il est payé par son éditeur, il fait des sous, puis bon, donc il est payé, il fait partie des merdias. Bon, OK, si ça pour toi, c'est une façon de me discréditer, mais c'est pas un argument, ça, là. C'est pas valide, ça, là. Mais bon, les gens se trouvent n'importe quoi. Il y a une expression qui dit quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ça. Exactement. Puis ça fait un beau mot parce que là, je vois le temps filer, puis je peux pas ne pas te remercier encore. C'est incroyable, pour vrai, le nombre de personnes que j'ai dit « Ah ouais, je vais rencontrer Christian Page. Oh mon Dieu, demande-y ça, fais ça, parle-y de ça. » J'étais là « Oh mon Dieu, je pense qu'en soi, j'ai en avant de moi une créature paranormale. » Et j'apprécie vraiment, vraiment le temps que vous avez décidé de m'accorder. Je trouve que c'est d'une générosité incroyable parce qu'il faut le dire. Au moment où on se parle, c'est le premier épisode de mon podcast. Donc, malgré qu'il y en a d'autres déjà dans la boîte, là, dans vos mains, vous aviez absolument rien comme information, à part qu'il y a une créature de Val-d'Or qui a vraiment... Et vous avez été super accessible et généreux. Ça me fait plaisir. C'est des sujets qui me passionnent beaucoup. J'aime beaucoup en parler. Puis, maintenant, ce que les gens feront de ces expériences-là, puis de cette culture-là, de cette information-là, c'est libre à eux. T'sais. Pour vrai, j'espère vraiment que les gens à l'écoute, encore en ce moment, marquez-le dans les commentaires. Marquez Pensée critique. Ça va nous montrer que vous nous avez écoutés jusqu'à la fin. Mettez un pouce. Venez vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à suivre la page de Christian, son podcast à lui aussi. On peut le suivre sur Salut Bonjour. On peut suivre, fais-nous un petit topo pour pas que j'en oublie. J'ai écrit des bouquins. Les 12. Je n'ai écrit 12. 12 dont j'ai signé d'une couverture à l'autre, plus 4 participations à des ouvrages collectifs, dont un qui doit sortir bientôt, un atlas sur le crime. Et on peut m'entendre là, chaque semaine, soit à Radio X à Québec. On m'entend également au 98.5 FM à Montréal depuis de nombreuses années maintenant. Je suis également à TVA, à l'émission de Salut Bonjour. Et je continue de participer à plein de trucs sur le paranormal. J'ai mes podcasts également, tu l'as mentionné, au 98.5, mais disponibles sur d'autres plateformes. L'univers paranormal de Christian Page. Donc, on a plus d'1 million d'écoutes. Alors là, j'en profite pour dire merci aux gens de me suivre là-dessus. Et pour 2024, avec mon ami Éric Nolin, on pourrait éventuellement, on fait de temps en temps des trucs qui s'appellent le Lab Secret. On pourrait avoir une production plus soutenue, puis peut-être partir une chaîne YouTube autour de ça. Donc ça, c'est des projets qui sont en l'air. Bref, si la santé me le permet, là, il y a plein de trucs que j'ai. Parce qu'il faut le dire, ça. Et puis ça devait être effrayant si vous ne croyez pas à la vie après la mort. Ah, mon Dieu! Ça, donc j'étais très malade, mais maintenant, ça va mieux. Puis c'est ça, on mord dans la vie à grande bouchée, puis on espère que ça va aller mieux. T'sais. Bien, on espère aussi que le mieux est en avant de vous, parce que vous avez déjà goûté à cette inquiétude-là. Ouais, donc, absolument. Donc, encore une fois, merci. Puis surtout, ceux qui l'ont découvert aujourd'hui, dites-le aussi. Pour vrai, je vais être tellement fière, puis je vais me vanter du nombre de personnes que j'ai pu faire ça. C'est parce que tout le monde le connaît. Fait
d'après moi. Il n'y en aura pas beaucoup, mais en tout cas, si jamais il y a une vie après la mort, vous viendrez nous le dire aussi. Ouais, ben j'aimerais ça. Bon, ben merci beaucoup et à la semaine prochaine.